Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. T'en voir là, écoute, t'en voir là. Ben ouais, ce qui me les casse, c'est les faux affranchis. Les pétroleurs syndiqués, les anards inscrits à la sécurité sociale. Ça refait la Chine, ça prend la Bastille et ça se prostitue dans des boulots d'esclaves. Vous êtes anglaise? Yes. Jeanne d'Arc, vous connaissez? Yes. Et Napoléon, vous vous souvenez de Napoléon? Yes. Et ben nous aussi. Puis, ce qui est sûr, c'est qu'on aura quitté cette boîte à la con. Mais bien sûr. On sera trop loin. Mais bien sûr. C'est hors de question que je lèche le cul de la République. De la direction, là, tu vois. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Il voulait vous prendre pour époux. Bu. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Le clem. Le clem. Et bonjour à tous, ménestrels et autres saltimbanques, messieurs et mesdames, bienvenue dans ce 3e épisode du Cinémeux. Je suis toujours en compagnie de mon sidekick, mon fidèle, mon précieux, Anthony. Comment vas-tu, Anthony? Eh bien, bonsoir Maxime, ça va très bien ce soir. Je suis assez enthousiaste à parler de ce film qui est un de nos films un peu culte, qui est, on va dire, semi-culte dans l'inconscient collectif, mais qui est quand même un peu connu quand même. Je sais pas s'il est un peu plus connu que les autres films dont on a déjà parlé, mais quand même, voilà, il mérite quand même, il mérite son heure de gloire et voilà. Et donc, il s'agit du film Les démons de Jésus, réalisé par Bernie Bonvoisin en 1997. Alors, le film se déroule dans les années 60, plus exactement en 1968. Ouais, c'est la fin des années 60. C'est ça. Et puis, donc, il se déroule, on va dire, dans un endroit... Alors, le film a été tourné apparemment à Rouen, mais l'action du film se déroule en banlieue parisienne, mais ils disent banlieue ouest, je crois, un truc voilà, comme ça. c'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense que le film, vivant à Paris depuis très peu de temps, mais connaissant un petit peu la géographie, je pense que le film est situé dans le 78, parce que c'est une banlieue. Il y a vraiment dans le 78 des coins, d'après ce que mes potes m'ont dit, qui sont vraiment situés à mi-chemin entre la banlieue et la campagne, et où tu es presque à la campagne. Donc le film est avec une campagne un peu, voilà, c'est à la fois banlieue, campagne, usine aussi, ce côté un peu comme ça. Ouais, usine et puis décharge un peu. Ouais, voilà, zone un peu abandonnée comme ça, et dans les années 60, donc avec des looks de rocker. Oui, des fans d'Elvis, des bananes qui font 20 cm de haut. Voilà, c'est très particulier. Enfin, vraiment la géographie du film, le ton du film, on a l'impression que c'est à la campagne, en même temps c'est en banlieue parisienne, c'est dans les années 60. On est un petit peu dans le monde ouvrier, un petit peu aussi avec les gitans, avec tout ça. C'est très particulier. Donc c'est un film qu'on a découvert, nous, on va parler un petit peu de notre découverte. Moi, c'est comme ça que je voulais un petit peu lancer le sujet, parce que c'est vrai que c'est toi qui avais le DVD à l'époque, je m'en souviens, on s'était mis la galette et on se matait beaucoup de... Je trouvais que c'était une époque où on matait beaucoup de films de gangsters et de films un peu à la Tarantino ou à la Guy Ritchie. Je trouvais que c'était un petit peu l'ambiance à l'époque de ce type de truc, et ça s'incluait un petit peu là-dedans, plus que dans de la comédie purement française comme on aimait bien. Il y a un type, il est un peu typé tarantinesque, Guy Ritchiesque, gangster un peu. Même si c'est pas à proprement parler un type de gangster, c'est plus une comédie dramatique un peu sociale, quoi, on va dire. Mais il y a un petit côté film de gangster à la Tarantino, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Bah oui, on sent une espèce de une volonté de réalisation et de mise en scène que je trouve un peu particulière. C'est un peu notre film de gangster. C'est vrai qu'on en a pas énormément, donc autant en profiter. Enfin, surtout pendant cette période-là, on en a pas énormément. Donc surtout en profiter. J'ai trouvé qu'il avait aussi un petit air. Il y a des passages dont on reparlera qui ont des petits côtés Far West un peu. Enfin, tu sais, western. Je vais dire western. Ouais, bien sûr. Western américain avec le saloon, etc. D'ailleurs, je crois que il s'appelle vraiment le saloon, le truc. Enfin, il s'appelle Elvis ou je sais pas quoi. Ouais, c'est chez Elvis, ouais, le bar où ils vont tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu western mais des années 60, quoi. Donc, western futuriste. On n'a pas parlé de l'histoire du film, mais en gros, on suit l'histoire un petit peu, la glandouille d'une famille de gitans, c'est interprétée par
Thierry Frémaux et Patrick Bulchité, qui sont donc deux frangins qu'on suit la plupart du temps. C'est vraiment eux qui ont le rôle principal. Victor Lanoux qui joue le daron, voilà, un petit peu à l'ancienne, on va dire, sur les bords, très très bourrin, très très bourru. Et puis on va retrouver. C'était déjà à l'ancienne, à l'époque où, enfin voilà, c'est-à-dire que les gens leur disent, mais arrête. À un moment, je crois que Bulchité il lui dit, mais arrête, on est plus dans les années 50 pour dire encore, tu vois. Oui, c'est vraiment le vieux. En fait, il interprète un vieux gaulliste. Voilà, qui est typiquement un mec complètement gaulliste, mais qui est déçu par De Gaulle et tout. Donc c'est vraiment le mec des années après-guerre, en fait. Il dit même que De Gaulle est communiste à un moment. Oui, parce qu'il parle de l'alliance avec les Russes, tout ça à l'époque et tout. Je pense qu'il fait allusion à ça. Et puis non, mais il y a un truc intéressant justement avec ce truc d'après De Gaulle, parce que le film se situe pendant 68, mais on voit pas du tout mai 68. Il y a aucune image de Paris d'ailleurs. Il n'y a pas Paris, c'est vrai qu'on s'en parle que la banlieue. Mais même des fois, ils disent, je sais plus quoi, il dit à un moment à son. Il dit à une fille, il dit, ah, mais t'habitais la campagne, etc. Enfin, il dit, je pourrais pas habiter la campagne alors que ça a l'air beaucoup plus rural qu'urbain quand même. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une phrase à un moment, il dit ça, Thierry Frémont, à la meuf qui drague, justement, il lui dit, putain, je pourrais pas habiter à la campagne alors que ça fait complètement campagne le décor, en fait. Ça ressemble presque un peu à, je dirais pas là où on a grandi, enfin, tu vois, là d'où on vient, un peu le village, mais ça nous faisait un peu penser à Portieux, nous, quand on le matait, le film, à une époque où on avait envie d'aventure, on va dire. Donc nous, ça nous rappelait un peu Portieux, les usines pas loin, la campagne, et puis un peu citadin même par moment, parce que tu avais quand même des immeubles pas loin. Enfin, c'était un peu particulier. Mais après, il faut peut-être se remettre dans le contexte de l'époque où, si tu veux, les petits, on va dire la périurbanisation, les petites villes qui sont autour des grandes communes. Ouais. Donc là, en l'occurrence, Paris, mais on est peut-être assez loin de Paris, on est peut-être à 50 bornes, j'en sais rien. On est beaucoup plus loin même. En Ce fait, qui touchait pas Paris, en fait, maintenant, même les petites communes, maintenant font partie, sont englobées par Paris. C'est ça. Alors que dans les années 60, elles étaient un peu plus isolées, tu vois. Donc je pense que c'était, tu vois, par exemple, là, nous, on a des communes autour. Je dis n'importe quoi. Nous, moi, je suis de Lyon. Je dirais par exemple Dessines. Il y a 30-40 ans, c'était beaucoup plus isolé. Bien sûr. De Lyon que maintenant, c'est desservi. Enfin, t'as des trams, t'as des trains, t'as des métros, t'as des machins. Donc c'est beaucoup plus connecté à la ville et forcément ça donne cette impression de village en dehors, alors qu'au final, c'est pas si loin que ça. Mais oui, pour revenir un petit peu à l'histoire, je vais juste dire deux trois. Bon, déjà l'histoire, enfin, le contexte, c'est une famille qui a gagné, c'est-à-dire qui a gagné au poker, je crois, c'est ça, qui a gagné au poker une maison qu'ils ont pris, enfin que une famille d'Italiens, enfin un père et ses deux fils ont perdu au jeu en fait. Perdu au jeu, donc c'est eux qui vivent dans cette baraque et les autres vivent dans une espèce de casse. Enfin, ils se sont construits une petite baraque de fortune dégueulasse, ultra kitsch. D'ailleurs, on va parler de la kitscherie de ce film parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont très très kitsch. Je pense que même dans les années 60, ça devait être kitsch à l'époque, mais alors là, on est au top. Et ce que j'aime bien dans ce film, ce que t'as commencé à dire, c'est que on est sur un morceau, c'est-à-dire qu'on est sur une parenthèse de vie de quelqu'un. C'est-à-dire que dans le film, il n'y a pas un enjeu, il n'y a pas une situation, comment ça s'appelle, un dénouement, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est assez contemplatif en fait, presque. Oui, voilà, en fait, tu suis une portion de la vie de ces gens-là, c'est tout. Il n'y a pas tellement de dénouement, il se passe des choses dedans, forcément, mais au final, il se passe pas grand-chose. Mais à la différence des films contemplatifs un peu chiants, un peu film indépendant à la con, là, je trouve que tu t'emmerdes pas trop dans le film parce que justement, c'est servi par plein de dialogues, d'acteurs qui sont dingues, de situations très drôles et tout. Donc c'est ça, parce que le film est quand même très drôle. Là, on a dit film de gangster, mais le film est quand même marrant, quoi. On est à la limite de la comédie et du drame, mais on est quand même dans une comédie un petit peu par moment, quoi. Oui, puis on n'est pas dans un truc noir. Il y a pas de, enfin. Ouais, c'est comme ça, c'est comédie dramatique, ouais. En plus, c'est comme ça qu'il a été annoncé. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, ouais. Voilà, donc c'est une bande de manouches sédentarisés, hein, tout simplement, qui ont gagné justement sédentarisés parce qu'ils ont gagné cette baraque. Et les Italiens se sont retrouvés, du coup, eux, dans la casse, quoi, dans la petite maison, une espèce de casse. Oui, les Italiens qui sont joués par, alors il y a le vieux, je sais plus, c'est un acteur italien, non, je crois que c'est parce qu'il a l'air, c'est ça, c'est un acteur italien, le vieux. Alors le vieux, il s'appelle Roberto
Ertizga, mais je connais pas. Enfin, je l'ai vu dans des films, mais parce que en fait, tous les mecs dans le film, vous avez forcément vu leur tête dans plein de films français ou européens, c'est sûr et certain, parce qu'il y a vraiment des têtes mythiques. Et voilà, il y a plein d'acteurs connus. Moi, j'ai pas forcément tous les noms en tête, mais on a leur visage en tête en tout cas. Ça, c'est sûr. Et donc dans cette famille d'Italiens, il y a un frère un petit peu arriéré, un petit peu comment dire, handicapé, on va dire mental, qui est interprété par José Garcia aussi. Qui est très très drôle et très touchant, surtout à un moment, un moment clé. Je trouve. Enfin, il y a un côté un peu malaisant, mais bref, oui, je sais pas pour. Oui. Bah, c'était à peu près à la même époque que les Parasites. Hein. Je crois que c'est la même année que les Parasites donc il faisait à la fois il faisait toujours des petits rôles un peu comme ça. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que je pense que c'est celui qui a le mieux réussi de tout le film, sa carrière au cinéma, quoi. Enfin, qui a le plus. Et là, tu parles percé dans le cinéma, quoi. Tu parles de Semoun ou tu parles de José Garcia là? Non, José Garcia, ouais. Oui, José Garcia, il joue pas dans les Parasites. Hein. Non, mais j'ai jamais parlé des Parasites. Si, tu viens de le dire. Non, je t'ai dit le film précédent. Je te parlais de. Pourquoi t'as dit ça? Je te parlais de Tout doit disparaître. Non, mais oui, ok, d'accord. Mais t'avais pas dit tout doit disparaître, mais c'est pas grave. D'accord. Mais non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Ah, d'accord. Oui, dans Tout doit disparaître. Avant, oui, il avait à peu près ces petits rôles là comme ça. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ces acteurs dans des rôles qu'ils accepteraient pas aujourd'hui, en fait, tout simplement. Hein. Je pense oui, ils étaient au début de leur carrière. Ils feraient pas des petits trucs comme ça, même pour. Après, ça dépend, oui, peut-être mais ils demanderaient pas le même cachet, quoi, je pense. Et voilà, oui. Donc il y a lui et puis donc il a ce fils-là qui est un peu arriéré, et puis l'autre qui fait un peu un méchant, qui fait souvent des rôles de méchant. D'ailleurs, j'ai regardé sa fiche Wikipédia, genre il est même pas, il y a même pas un lien. Si tu veux, il a vraiment, on le voit dans absolument rien, ce mec. Je vois pas trop ce qu'il fait, souvent des téléfilms ou des films. Mais j'aime bien sa gueule aussi. J'aime bien son. Jean-Louis Tribès. Jean-Louis Tribès. Ouais, je l'ai vu dans plein de films aussi, mais pareil des seconds rôles souvent. Mais il a une gueule assez mythique, assez antipathique, on va dire. Oui, mais surtout là, oui, c'est vraiment le. Et justement, c'est un peu les rivaux. Ils sont un peu rivaux avec les autres. Il y a une histoire de rivalité. Donc c'est là où un peu le film prend un petit peu le parfum du film de gangster, on va dire. C'est deux espèces de petits clans comme ça qui s'affrontent. C'est pas vraiment de la mafia, c'est plus du petit, voilà, des petits gangs de gitans. C'est des familles, quoi. C'est des trucs de famille, voilà. C'est pas à proprement parler du grand banditisme. C'est plus de la voyoucratie un petit peu comme ça, un petit peu posé comme ça sur le chemin. T'as aussi deux rôles de flics assez drôles aussi, interprétés par Martin Lamotte et Yann Colette. Yann Colette, c'est un acteur qui a perdu son œil, qui a toujours fait des rôles un peu particuliers, parce qu'il a perdu son œil très jeune. Et puis Martin Lamotte, c'est un acteur assez culte, hein, pour les gens qui l'ont vu dans les films du Splendide et tout ça. C'était un acteur qui fait encore des trucs aujourd'hui d'ailleurs. Et là, qui fait les voisins, machin, je sais pas quoi, là, les voisins sur TF1. Et je trouve qu'ils amplifient le côté, comme tu disais, en fait, western. C'est-à-dire que ça se passe vraiment dans une petite bourgade perdue, très très finalement, on est plus à la campagne qu'à la ville presque, en fait. Et il y a un peu ces deux shérifs ces deux flics, en fait, qui tournent avec leur bagnole, qui racontent des conneries. Oui, mais ils ont leur monture, ils ont leur. C'est vraiment, tu remplaces les voitures par des chevaux, t'as le saloon, t'as le moment où ils arrivent, t'as limite une musique un peu qui fait un peu Far West aussi, quand ils rentrent quand t'as la famille d'Italiens là qui rentre dans le bar, et que t'as tout le monde qui se décale du bar à part eux, etc. T'as ces jeux de regard et tout, donc on est vraiment. C'est pas possible qu'il ait pas pensé à un western quand il a vu ça, quand il a réalisé ça. Il y a aussi ce petit gag qui revient souvent, parce que Thierry Frémont, qui donc interprète donc Jésus, hein, parce que le film Les démons de Jésus, ça rappelle donc son personnage, et à chaque fois donc c'est un personnage qui crache beaucoup. Oui, t'entends le bruit de flingue. Chaque fois qu'il y a un
il y a le bruit de flingue. Je sais pas s'ils l'ont trouvé en cours de route, mais c'est une idée pas mal, ça. Oui, au début, je dis, mais attends, mais ils ont mis vraiment ce bruitage. Et puis après, oui, c'est vrai qu'on le voit, on l'entend, enfin, on l'entend surtout tout le temps, en fait. Dès qu'il crache, je sais pas ce qu'il crache d'ailleurs, il crache des gros morceaux de je sais pas quoi. Ah, il crache carrément ses poumons, le gars. Ouais, il crache des trucs. Il peut buter un alpha. Non, il peut vraiment. S'il crache des trucs, c'est monstrueux. Et d'ailleurs, les bruits de balles sont les bienvenus. Et voilà, ouais, les deux flics qui rappellent le côté western, effectivement. Oui, ils sont là pour faire l'entre-deux entre guillemets, et essayer de faire chier un petit peu, mais on sent qu'ils sont pas méchants, ils sont plus du. Non, ils sont c'est du ça côté mais c'est ça que je trouve cool dans le film, c'est que le film est vraiment pas manichéen, en fait. Il y a vraiment, tu vois, Oui. même on va pas parler de la fin, mais il y a un truc avec les flics à la fin, et on aurait pu penser, tu vois, dans un film un peu bien pensant, ouais, bah les flics sont Qu'ils allaient systématiquement l'accuser. méchants, machin et tout. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus. Ils sont cons, ils sont teubés, ils sont vraiment cons comme des murs, mais c'est un peu des personnages un peu de qui tu te moques dans le film. Mais en même temps, ils sont pas forcément mauvais. Et c'est pareil pour les gitans. Sans être ripou, il pourrait être. On croirait qu'il serait ripou un petit peu, mais pas du tout en fait. Ouais. Ils sont juste cons en fait. Ouais, ils sont juste cons. Ils sont ni méchants ni ripoux en fait. Ils sont oui, juste c'est bêtes. du lourd un petit peu de. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis dans la famille, on a aussi le rôle féminin qui est interprété par Nadia Fares, qui est une très grande actrice, dirons-nous. Que moi j'ai vu dans pas beaucoup de films, que je connais surtout dans Need Gap de Florian Milosiri, que je trouve c'est une meuf qui a la capacité d'être un peu badass, dirons-nous, quoi. Ouais. Je dirais pas que c'est la Michelle Rodriguez française, mais elle peut interpréter ce type de rôle. Non mais tu vois ce que je veux dire, le côté un peu meuf, mais qui se laisse pas oui, qui se laisse pas. Oui, surtout dans le film, elle le montre, elle le montre bien. Ouais. Et voilà, et dans ce film, il y a vraiment l'évolution de son personnage, qu'elle interprète une caissière, donc qui est dans la famille des gitans, donc qui est la sœur de Jésus et tout ça, mais qui en je même crois que temps c'est pas leur fille. Je crois que c'est pas la vraie fille. Elle a été adoptée. C'est une fille adoptée qui est d'un précédent mariage ou un truc comme ça, et donc c'est pas vraiment leur sœur, c'est pas vraiment leur la fille de Victor Lanoux. Donc il y a tout un côté comme ça où elle se sent un peu rejetée, où elle a besoin d'exprimer elle a besoin de s'affirmer, quoi, comme ça et tout. Donc il y a vraiment cette construction de la petite caissière de banlieue qui va assumer comme ça son rôle de femme un peu comment dire, un peu badass, quoi, un peu. Surtout que c'est une femme qui a que des frères, en fait. C'est souvent le cas. Hein. Moi j'ai ma sœur, elle a que des frères. C'est un peu un mec machin. Après, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est quand même assez récurrent. Il y a un mécanisme de défense qui se. Oui, voilà, quand tu grandis qu'avec des mecs, c'est que il y a t'arrives quand même à avoir un peu cette mentalité. Ça déteint un peu sur toi. C'est comme ça. Hein. Bien sûr, tout en gardant sa féminité. C'est vrai qu'ils insistent. Je trouve que il y a des scènes où je trouve que le réalisateur insiste un peu trop. Je les trouve un peu lourdes, même si c'est pour nous amener à une scène, on va dire un peu clé, un peu violente du film. Mais je la trouve quand même. Je trouve que c'est, tu sais, quand il la monte, quand elle met ses bas, quand elle met ses machins, etc. Je trouve que c'est super long. Ça dure au moins 5 minutes. Enfin, j'ai trouvé ça un peu lourd. Ouais, ok. Mais c'est mon point de vue. Hein, non, mais je sais plus, je me rappelle pas que c'était aussi long, mais ouais, ok. Ouais, non, mais je l'ai vu. Là, je te dis, je l'ai vu tout à l'heure là. Donc j'ai regardé machin. Par contre, il y a des idées de mise en scène. On va en venir. Où on est carrément en vue subjective en fait. C'est-à-dire qu'on est à la première personne et t'as tous les acteurs qui la regardent, etc. Ouais. D'ailleurs, il y a un petit jeu. Au moment parce que t'as Jésus, donc Thierry Frémont, qui se fait péter la gueule par le frère de son crush, quoi, on va dire. Qui est interprété par Elise Moon, d'ailleurs. C'est vrai, oui, on a oublié d'en parler, oui. On va en parler un peu, ouais. Et du coup, tu le vois arriver tu penses qu'il va rentrer chez lui, parce que là, t'as une vision, t'as une vue un peu de lui ensanglanté, etc. Ça même il scinde, je crois, l'image en deux. Et après, tu vois une vue subjective et tu vois tout le monde regarder la caméra, et tu penses que c'est lui qui est la première personne, alors que non, en fait, c'est elle. Ouais. C'est elle, et voilà, ils disent oh là là, machin, t'es belle, etc.
Donc je sais pas, ouais, j'ai trouvé ça. Oui, ils insistaient pour montrer. Je trouvais que c'était un petit peu lourd. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin de nous montrer le truc parce qu'on savait déjà ce qui allait. On se doutait un peu de ce qui allait se passer. Donc j'ai trouvé ça un petit peu, un petit peu longuet, etc. Après bon, je sais pas, les réalisateurs ils tripent un peu sur leurs actrices, hein, voilà. Oui, toujours un peu, bien sûr. Ouais, bien C'est sûr. d'ailleurs, je sais pas si tu avais vu l'autre film qu'il avait fait qui s'appelle Grande Bouche. Non, je l'ai pas vu, Les Grandes Bouches. Je l'ai pas vu. Qui était un film aussi pareil de cambriolage, je crois qu'il est sorti l'année d'après, qu'il a C'est réalisé, qui ça. avec Gérard Darmon, elle, Nadia Fares, et puis aussi Thierry Frémont. Dedans, c'est Ouais. un peu un triangle amoureux, etc. Donc, c'est des cambrioleurs, mais il y a ce triangle amoureux, voilà, dedans. C'est ça. Ouais, j'en ai entendu parler, mais non, je l'ai pas vu celui-là. Mais voilà, c'est fait par ce gars dont on n'avait pas. T'as dit qui c'était, hein? Oui, t'as dit que Ouais, Bernie. Voisin, c'était le mec de Trust, du Ouais, groupe c'est ça, ouais. Trust, et qui faisait plutôt de la musique. Moi, c'est pas une musique que je connais, c'est pas un groupe que je connais du tout. Oui, c'est un mec qui est plutôt engagé à gauche. Hein, Oui, complètement. Mais justement, je trouve que le film justement, il n'y a pas ce manichéisme. Oui. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. C'est une peinture comme ça de la vie de ces gens. Il n'y a pas de parti pris moral, on va dire. Donc, tous les personnages sont relativement touchants. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour le personnage qui est interprété par Victor Lanoux. Je trouve qu'il joue bien parce qu'il fait un peu le père un peu dépossédé qui travaille plus parce je crois qu'il était forain, un truc comme ça. Je crois qu'il avait un parc d'attractions et qu'il a plus donc du coup il noie sa tristesse dans le Ricard. Il parle que de ça, il fait que boire et regarder la télé, et regarder le Prince Charles, et il se met à 2 cm de sa télé. Je sais pas si on faisait comme ça à l'époque, on se mettait à 2 cm. Il a même, je sais pas si t'as remarqué, il a même un rétroviseur, parce que ça c'est vraiment le côté kitsch. Il a un rétroviseur sur le côté de sa télé, je sais pas pourquoi. Pour pouvoir voir, à mon avis, c'est pour pouvoir voir tout ce qui se passe derrière lui et tout ce qui se passe sur les côtés. Je sais pas si ça se faisait encore. C'est horrible. Mais si tu regardes bien, tu verras, il a un rétroviseur sur la télé, ça m'a fait halluciner. C'est vraiment les trucs ultra kitsch. Non, mais surtout, c'est affreux. Ça veut dire que t'es vraiment enfermé dans ton truc. Oui, il veut tout ça. Il veut un peu tout savoir. Et dès qu'il y en a un qui rentre, il fait c'est bon, et t'as pas fait. Vous voulez pas dégager, il interprète vraiment le patriarche à l'ancienne. Oui, voilà, qui domine sa maison, le mec des années 50 à l'ancienne et tout, qui va vraiment, à un moment donné, il y a le film bascule et il va vraiment les inciter vers la violence, vers la vengeance, quoi. Ça va vraiment pour honorer la famille, il se fait recadrer souvent par Bouchité, qui doit être son fils aîné. Je pense que c'est l'aîné dans la famille. Mais au final, tout comme les flics, tout comme il y a pas de. Oui, il est touchant. Parce que ça reste des humains en fait. Il rigole, tu comprends pourquoi il est comme ça. T'arrives à avoir de l'empathie pour ce mec. Ouais, c'est ça. Qui au final est quand même fier de ses enfants, même s'il le montre pas forcément. C'est un vieux perdu qui comprend pas l'époque, qui comprend pas que l'époque change. Et je pense que c'est un mec, justement, le fait que ça se passe pendant 68 et que la toute fin du film, en fait, c'est 1 an plus tard, en 69, et il va même dire des trucs à la fois très justes et à la fois un peu où il va être à côté de la plaque, mais en même temps très juste par moment. Enfin, c'est un personnage, comme tu dis, assez touchant et qui fait un peu le pilier entre les deux mondes, quoi. Il sourit beaucoup plus, et voilà, il est plus. Puis il a des punchlines mythiques aussi, quoi. Il a des punchlines parce qu'il pense que il dit à tout le monde, j'espère que tu n'es pas viré communiste. Il dit ça toutes les 2 phrases. Il parle de vous allez devenir communiste. Charles de Gaulle va être communiste aussi. Enfin, c'est que des trucs comme ça. C'est assez drôle. Oui, il est hors de question que je lèche le cul de la République. Voilà, bon, ça, c'est dans l'intro, vous l'avez, mais et d'ailleurs, c'est Bernie Bourvoisin qui interprète le facteur, qui lui donne le. Ah, d'accord, ok. Ouais, et il lui dit une des plus belles phrases du cinéma français. Mais pareil, Victor Lanoux, bon, on parlera des acteurs plus tard, mais on le connaît surtout pour. On le connaît pour Louis la Brocante, mais il a fait plein d'autres rôles. Hein. C'est un acteur très populaire français. Des années 60-70.
Et bien, écoute, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ce film? Il y a plein de trucs à dire. En tout cas, t'as Bah, bien lancé le truc sur la réal. C'est un film qui est très bien réalisé. ouais, il y a enfin, c'est des idées de mise en scène que je Ouais. trouve assez cool, des plans, il y a souvent des plans à contre-champ, il y a des plans de contre-plongée, en plongée, il y a plein de plans comme ça, il y a plein de petites recherches qui sont assez intéressantes qu'on trouve pas souvent dans le cinéma français, surtout à cette époque, puis même à notre époque actuelle. Des espèces de recherches un peu, voilà, des vues subjectives, il y en a 2-3 dans le film. Des vues où tu as une espèce de steadicam qui est bloqué en fait sur le visage du personnage avec une musique en fond. J'aime beaucoup les musiques aussi. Je pense qu'il n'y a aucune musique originale, c'est que des musiques qu'il a piquées un peu à droite à gauche, mais qui doivent dater. Ah oui, alors la BO est très rock and roll, mais très rock and roll, mais c'est assez cool, c'est assez frais. En fait, ça a pas vieilli. Hein. C'est des sons. Et t'as une musique par exemple pour les flics. Comment ça fait une musique, ça fait un truc, je sais plus ce que c'est. Dès que tu vois les flics arriver, t'entends cette musique. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est tu vois ce côté décalé entre le fait que ça se passe dans un environnement complètement abandonné, perdu, presque loin de tout, et en même temps ce côté rock'n'roll, il y a un décalage que tu te dis mais c'est pas ce type d'environnement pour, tu sais, généralement quand on a l'idée d'un film de rock'n'roll, tu penses à Retour vers le futur, tu penses à Grease, tu penses à des trucs un peu, tu vois, un peu lumineux dans la ville, tu vois, le côté citadin, machin. Et là, en fait, le fait que ça se passe dans la campagne, enfin, dans la banlieue presque de campagnarde, t'as un décalage, je trouve, qui est bizarre, en fait. Ça fait un film bizarre, en fait. Je voudrais rajouter aussi au niveau de l'éclairage que c'est assez sombre. Déjà le bar dans lequel ils vont, il est éclairé. On dirait qu'il y a 3 lampes, dedans, mais même les endroits un peu éclairés, c'est-à-dire même les endroits d'extérieur de jour, c'est toujours nuageux. Alors je sais pas si c'est le tournage qui a fait qu'ils ont. Non, je pense que c'était fait exprès. Si tu regardes bien la toute scène de fin, il y a pas un ciel bleu quoi. Il y a pas un ciel bleu dans le film. Quoi. Justement, la scène, le prologue, on va dire, c'est la seule scène lumineuse du film en fait. Quand ils sont tous réunis en famille à la fin, tu vois, quand tous ces événements se sont bien passés finalement, machin, tac, et là il y a la lumière qui jaillit juste à ce moment-là. Et bien tu vois, c'est ça, c'est que les personnages sont entourés de rock and roll, de machin, d'un certain état d'esprit de l'époque et tout, mais qui commence à prendre fin en fait, parce que c'est un peu la fin. En fait, tu sens que malgré tout, ils n'arrivent pas à coloriser leur vie, quoi. Ils ont quand même des vies un peu minables, un peu perdues, un peu oubliées, un peu délaissées. Et c'est vrai que c'est là où tu vois le décalage. Moi, quand je l'avais vu déjà, quand j'étais jeune, ça m'avait perturbé. Ce côté en fait où tu remplis ta vie de musique, d'une attitude, d'un truc en plus qui culturellement vient pas de chez toi. Parce que c'est pas un truc typiquement français, le rock'n'roll, c'est vraiment un truc qu'on a capté d'une mode d'époque qui vient des États-Unis. Donc, et malgré tout, ils n'arrivent pas à amplifier leur vie et ils vont amplifier ils vont vraiment le côté lumineux de leur vie, ils vont l'amener avec autre chose finalement. C'est là où je trouve le film beau. À la fin, je vais pas tout raconter parce que le film a quand même il y a quand même un dénouement qui est quand même, il y a un suspense à un moment, il y a un truc où on se dit putain là ça peut partir en couille, tu vois, c'est vers la fin là tu dis putain quand même là ça va loin, ça peut vraiment être une boucherie quoi, ça peut vraiment partir en couille. Là ils sont allés vraiment allés jusqu'au bout. On s'attend à ce qu'il se passe un truc, il y a une espèce de vengeance un peu qui arrive, on se dit allez ils vont se venger etc, puis on leur coupe un peu, ils se font un peu couper l'herbe sous le pied. Il y a un truc aussi que qu'on peut pas manquer dans le film, c'est leur langage. Donc c'est les expressions qui sortent, qui sont souvent repris, même que je trouve pas démodés. Hein. C'est quand même, on arrive à peu près à toutes les comprendre. Hein. Balnave, Narvalo. C'est vrai, je vais faire des love. Ça, tu vois, c'est un truc que t'entends dans les trucs de rap. Faire des love, etc. Ils le disent dans ce film. C'est-à-dire que ça date des années 60. C'est pas. C'est quoi? C'est du vieil argot ou je sais pas quoi. Oui, c'est une espèce d'argot machin. Puis en plus, il faut rajouter avec le côté un peu gitan, donc ils ont un peu leur langage, je me balnave, etc. Enfin, il y a des langages comme ça, puis il y a aussi les fautes de français qui sont que je trouve que dans tous les films ne sont pas assez. Je trouve que si tu veux, quand on veut montrer un personnage un peu dans un film qui a un problème d'élocution ou qui a pas fait de grandes études, etc. On va jamais lui mettre des fautes de langage comme ça, ou alors on va mettre une faute
pour montrer qu'il est. Mais on va pas insister là-dessus. Alors que je trouve dans le film, il y a tous les personnages quasiment. Ils disent tous qu'est-ce que je veux que je fasse, tu vois, où ils vont dire, tu vois, ils vont sortir ce genre d'expression, où ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire, ils croivent que machin, tu vois. Ils disent tous, ils ont tous un peu cette expression-là. On n'insiste pas là-dessus. Parce qu'on sait que, tu vois, ils viennent d'un milieu social un peu particulier, et je trouve que c'est quelque chose que je vois pas souvent dans les films. Tu vois, genre changer un peu le langage, montrer que, bah voilà, forcément, et on rencontre des gens comme ça. Oui, dans la vraie vie. finalement, c'est le côté un peu, tu ramènes un peu de réalisme en fait dans une fiction. Ouais. Mais le film a un côté réalisme social, un peu hérité. Il est un peu hérité des années. Tu vois, il y a tout ce cinéma des années 50, 60, tu vois, français, puis même le cinéma italien un peu. Il y a un peu ce réalisme du film un peu néo-italien, mais tu vois, moi j'en ai vu un petit peu des films comme ça. Il y a ce côté-là en fait. Il y a ce côté film italien, film français, film italien d'après-guerre en fait, d'après Deuxième Guerre mondiale. Il y a un peu ce côté-là. On sent qu'il y a une écriture. Il y a peut-être une écriture des dialogues, mais derrière il y a une c'est vrai que c'est difficile là de parler. J'ai pas tellement de, je sais pas si toi t'en as, mais j'ai pas tellement d'anecdotes de tournage sur ce film. Mais pas du tout. On sent que on sent qu'il y a une volonté de laisser les acteurs un peu parler, laisser s'imprégner. Ils ont peut-être eu des référents, etc. Des référents pour leur dire comment on devait parler, etc. Mais il y a un côté, on sent une espèce de liberté dans les dialogues, dans les machins. On sent qu'il y a des trucs qui sont pas écrits forcément. Un peu comme ce que pouvait faire Jamel ou etc. Tu vois, dans les haches, dans les machins, on sent que c'est écrit, mais c'est pas. Voilà, il laisse un peu freestyler les mecs, quoi, tu vois. Il y a un côté semi-improvisé, mais qui amplifie du coup le côté pseudo-réaliste, en fait. C'est-à-dire que tu mets vraiment il y a un bon équilibre, justement, tu vois, entre la mise en scène et puis en même temps la place que tu laisses aux acteurs. Ça, c'est assez rare aussi, tu vois, dans le cinéma français, je trouve, cet équilibre-là. C'est-à-dire que soit tu vas complètement sacrifier la mise en scène pour les acteurs, ce qu'on fait, je trouve, la plupart du temps, en fait, en France. Et par moment, même, tu vas faire que de la mise en scène, et puis tu vas sacrifier l'acteur. Alors que là, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les deux. Et du coup, l'espèce de truc naturaliste, un peu casse-couille, moi, qui me casse un peu les rouleaux, tu vois, dans les films français, généralement, le côté contemplatif, machin, là, je trouve qu'il fonctionne bien parce que tu le baignes c'est presque un film de genre un peu, tu vois. Donc il se passe quelque chose et enfin, à la fois il se passe rien, mais c'est bien rythmé, tu vois. Mais franchement, le côté, quand tu as sorti le côté western, même moi j'y avais pas pensé. Et en fait, quand tu me l'as dit, c'est très bien vu. Ce que tu dis, le côté western, c'est vraiment il manque vraiment le côté un peu à l'action, quoi. Mais au niveau de l'ambiance et au niveau des personnages et tout ça. Oui, il y a la tension. Ouais, tu sens une tension, vraiment, tu sens voilà. Et puis il y a ce vide un peu, t'as l'impression d'être. Tu vois, c'est ça un peu les westerns, c'est des espèces de villages qui sont au milieu de rien, tu vois. T'as une espèce de ville où t'as des bâtiments qui sont un peu isolés, ils sont rattachés à rien du tout. Et là, il y a ce côté-là que tu retrouves, tu vois, beaucoup de casse, t'as beaucoup de décharges, t'as la scène. Alors, je sais pas du tout où ça doit se passer, où ils sont obligés de traverser par un ferry, par le biais d'un ferry, ils sont obligés de traverser un truc. Je vois pas du tout où ça peut être. De toute façon, c'est pas très important où c'est. En fait, c'est l'Ouest parisien. Parce qu'en fait, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que mes potes m'ont dit, mes potes de banlieue, en fait, l'Ouest parisien, moi j'habite à l'Ouest, mais plus dans le 92, mais le 78, c'est encore plus reculé. Et vraiment, tu vas entre Mantes-la-Jolie et puis je sais plus. C'est vraiment des endroits, même encore aujourd'hui. Alors ça a changé, tu vois, il y a l'urbanisation qui a fait beaucoup plus, c'est beaucoup plus urbain, il y a beaucoup plus de bars d'HLM, de machin, mais c'est vraiment des banlieues très 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 isolées, tellement isolées que t'as pas de métro ou de RER qui relie, tu vois. Là en plus on est prêt. Ah oui, c'est parce que c'est un truc qui pourrait pas être, même à l'époque où le film a été tourné, ça aurait pas pu être possible parce que je pense qu'il devait déjà y avoir des HLM, alors que dans les années 60. Dans les années 60, il y avait des HLM qui se construisaient, mais à l'époque, il n'y avait pas d'HLM. Je pense que dans ces zones-là, maintenant, il doit y avoir des HLM de partout, en fait. Oui, mais si tu veux, même en étant une banlieue, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit, c'est quand même encore très isolé dans ce coin-là. Là. Donc je pense que c'est dans ce coin-là, parce que c'est l'Ouest parisien, 78, et de ce qu'on m'a dit un petit peu de ce type de banlieue, c'est vrai que, si tu veux aller à Paris,
il faut que tu prennes un bus, et il y en a pas toutes les, tu vois, il y en a, et c'est vraiment une misère, quoi. Et d'ailleurs, je crois même que c'est là où ils avaient tourné, c'est un petit peu là qu'ils ont tourné La Haine, tu vois. C'est un peu, en fait, c'est très 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 loin de Paris. Et justement, c'est ça qui est cool, c'est que le film se passe en banlieue parisienne, mais très 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 loin de Paris, donc très 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 éloigné de tout ce qui va faire mai 68, l'année 68 et tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu prends vraiment la vie des petites gens et des prolos et ou des mecs un peu du lumpen prolétariat, quoi, les mecs qui trafiquent, qui Là, galèrent un peu. on est sous le prolétariat, là. Ouais, et donc tu vas vraiment t'intéresser qu'à eux finalement. Qu'est-ce que eux, tu vois, c'est intéressant de pas avoir, justement, je trouve ça brillant cette idée de jamais avoir mis le focus sur Paris, sur mai 68, sur tout ça. Et d'ailleurs, à la fin du film, il t'explique à demi-mot que c'est une escroquerie et qu'en fait, ils se sont fait bananer, tu vois. En 69, il y a la désillusion, machin, mais t'as toujours la famille qui est présente, tu vois. Malgré tout, tu vois, il y a la famille, il y a le machin. Et finalement, on s'est intéressé à ces gens-là, on s'est pas intéressé à tous les événements politiques et tout ça. On s'est vraiment intéressé qu'à eux. Et je trouve ça super intéressant. Je trouve qu'il a touché un truc qui est très fin et qui est très subtil, qui est difficilement perceptible pour tout le monde, qui ne peut pas forcément être perceptible pour tout le monde, mais il imprègne comme ça le récit de ça. Il parle de cette époque, mais de manière vraiment, en mettant vraiment l'humain avant, en fait. Et tous les gens qui interagissent, quoi. Donc je trouve ça super brillant à ce niveau-là, au niveau même de la narration, de tout ça, je trouve ça. Puis ils mettent des personnages aussi qui sont rattachés un peu, on va dire, au monde réel de l'époque, parce que c'est vrai qu'eux, ils se font attaquer, ils se font accuser, ils se font appeler, c'est comme ça qu'on appelait les gitans à l'époque, genre on les appelait les voleurs de poules. Mais à un moment, je crois qu'il y a une vieille prostituée qui les appelle comme ça. Donc eux, ils sont un peu déconnectés, on va dire. Il faut que des petites contrebandes. Le père, bon, il est toujours chez lui, la mère, elle est toujours à la maison. Il y a le fils, donc lui qui va à l'école. Qui raconte des trucs, c'est assez drôle d'ailleurs la façon. Pinocchio. Ouais. Bon, déjà le mec, le gamin, il parle. Lui, c'est vraiment vraiment la représentation de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il parle vraiment comme un sous-lettré, quoi. Et c'est un petit peu le Scarface, lui, en fait, un peu. Oui, c'est ça. C'est le futur adorateur de Scarface, on va dire, qui va arriver. C'est le futur Vincent Cassel dans La Haine, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Il décrit il dit, je suis allé voir une pièce de théâtre, machin. Il décrit le malade imaginaire et c'est à mourir de rire à quel point il décrit ouais, machin. Il voulait faire rire le roi, puis en fait il était malade, puis il était pas malade, il s'est fait pour. Et tu comprends que c'est ça. Il y a l'autre frère aussi, alors je sais pas trop à quoi il sert ce personnage parce que je pense que c'est le personnage qui est montré parce qu'en fait c'est le frangin qui est parti en fait faire des études, oui, pour montrer qu'il y en a un qui s'en sort un peu, et qui allait faire des études et qui revient un petit peu en vacances de temps en temps et qui est un étudiant. Oui, mais lui, tu vois, par exemple, il apporte rien à l'histoire, il pourrait ne pas être là, ça changerait rien du tout. Non, je pense qu'encore une fois, tu vois, il rappelle en fait le côté un petit peu des événements de cette époque. Oui, peut-être, ouais. Parce qu'il a l'air d'être un peu communiste, mais il l'avoue pas trop, parce que tu vois, c'est une famille un peu à l'ancienne de gitans, machin, donc il le dit pas trop, mais tu sens qu'il le savent un peu. Parce que il le bombarde de trucs, donc forcément, mais je pense qu'il l'aime et qu'il le cache, tu vois. Eux, ils le savent un peu, mais il lui casse pas trop les couilles avec ça. Il y a un côté comme ça où en fait, c'est une espèce de rappel du monde extérieur. Je pense qu'il fait la connexion entre lui et ce qui se passe à Paris. Ou dans le reste de la France, en fait. C'est ça, c'est. Oui, même si tu vois, il y a pas de, ils sont pas là à se dire, bah, il faut que chaque personnage ait vraiment une fonction dans l'histoire et qui apporte quelque chose qui apporte quelque chose à la narration. Des personnages qui sont là, qui sont pas forcément, voilà, comme tu dis, qui peuvent rappeler un lien, mais sans plus, comme la mère qui fait la mère, voilà, classique. Qui est un peu dépossédée parce qu'elle est avec un mari qui fait que boire et puis elle a des enfants qui font que des conneries, elle essaye de les empêcher de faire leurs conneries et voilà, ils se retrouvent. Tout le monde a une fonction un peu, tous ces persos en fait, je dirais qu'ils ont une fonction un peu symbolique quoi en fait. Ouais, c'est un petit peu des archétypes et puis en fait tu essaies de les introduire dans un truc pseudo-réaliste, du coup ça c'est vachement bien vu quoi. C'est un bon mélange des genres on va dire. Mais après tu vois, c'est juste pour faire une barre. Moi à l'époque où je l'ai vu ce film, donc je l'ai vu à l'époque où il est sorti à peu près. Je l'ai pas vu au ciné, mais j'ai dû le voir en cassette. Je crois que on l'avait loué avec mon cousin, il m'en avait parlé, machin. Il y avait 2-3 expressions qu'on trouvait qui nous ont bien fait rire à l'époque du film. Et
Ça peut-être être bizarre, mais je pensais à cette époque-là que le film il se passait à l'époque des années 90, c'est-à-dire qu'il se passait quand même 30 ans avant. Ouais, Et c'est pour marrant. moi, j'ai pas eu l'impression, je sentais pas les années. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a rien qui rappelle tellement. Je trouve qu'ils ont pas été lourds là-dessus, à part les bananes que les mecs y ont, et puis ils sont tous fans d'Elvis, Oui, mais etc. tu sais, c'est marrant que tu me dis ça parce que c'est exactement ce que je pensais quand on matait le DVD ensemble, parce que c'est toi qui me l'as fait découvrir ce film. Ouais, tu vois, voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me disais pas c'était les années 60. Je me disais, alors qu'en fait, si, là, je l'ai revu, j'ai dit si, c'est total. Enfin, je sais même pas comment j'ai fait à l'époque pour ne pas voir ça. Mais je pense qu'en fait, quand t'es plus jeune, tu t'attardes sur certains détails que tu vois, peut-être que tu prends, enfin, comment expliquer? Moi, je me focalisais surtout sur les punchlines, le côté un petit peu film de gangster, machin, mais je me focalisais peut-être pas forcément sur tous les détails, tu vois. Même si là, ils sont in your face, parce que là, c'est vraiment le truc. En l'ayant revu, j'ai dit putain, mais comment à l'époque, j'avais pas vraiment. Mais en fait, je pense que il y a aussi un truc, c'est qu'ils jouent tellement années 90 quelque part aussi. Il y a quand même une façon de jouer un peu 90, mais plus subtile que les années 90 quand même. Hein. Mais ils sont quand même ancrés. C'est pas un jeu, ils parlent pas, ils font Martin Scorsese, des trucs. Ils ont pas des postures comme ça d'années 50. Tu te crois pas dans les tontons flingueurs non plus. Il y a un jeu qui est très années 90, je trouve, quand même. Limite début 2000 un peu, tu vois. Et donc, moi, je pense que c'est pour ça aussi qu'à l'époque, on s'en foutait que ça se passe dans les années 60. En fait, ça nous importait assez peu. S'il avait été tourné dans les années dans lesquelles l'histoire se déroule, il n'aurait pas cette gueule-là, ça c'est sûr. Non, mais même, tu vois, ils auraient peut-être même pu, je veux dire, même en allant plus loin, amplifier le côté jeu des années 50, tu vois, les faire jouer un petit peu avec une diction particulière. Ah, oui, mais en fait, ils voulaient te montrer la vie réelle, parce que la vie réelle dans les années 60, c'était ça. Donc, c'est ça. Il a voulu retranscrire la vie réelle de l'époque, quoi. Mais je pense qu'il y avait quand même une diction, même dans les années 60, que tu aurais pu refaire jouer, tu vois, d'une manière plus. Il y avait quand même une autre manière de parler dans les années 60, les gens. C'était pas non plus. Alors que là. Mais est-ce que c'est une vision que tu vois dans les films des années 60 ou c'est la réalité des années 60? C'est ça, en fait. Bah, moi, je vois souvent, tu vois, des vidéos de Lina, des interviews, tu vois, oui. Donc, je vois à peu près comment ils parlaient dans les années 60. Oui, mais les interviews, on n'interviewait pas les gueux, en fait. Enfin, si, je te jure que si. Il y avait vraiment des fois on interviewait les prolos. Et d'ailleurs, les prolos à l'époque parlaient beaucoup mieux que maintenant, c'est entre parenthèses. Mais il y avait vraiment une diction, même s'ils n'étaient pas très cultivés et tout, ils avaient vraiment une diction qui était vraiment, vraiment particulière. Oui, mais là, on est vraiment, là, c'est vraiment les Romanos, comme ils les appellent dans le truc. Je sais pas de quelle origine ils ont, s'ils ont des origines hispaniques ou pas, on connaît pas trop. Ouais, c'est possible. On sait pas trop d'où ils viennent. Jésus, Marie, tout ça. Ça vient. Peut-être origine, c'est ça. C'était peut-être des d'anciens immigrés espagnols, j'en sais rien, mais ils y font pas référence, ils en parlent pas du tout dedans. Après, je sais pas s'il y avait pas des Français qui étaient tout simplement des gens du voyage, mais en restant français totalement. J'en ai aucune. Qui avait pas d'origine. Je sais pas si ça existe. Je connais pas assez pour savoir, désolé. Pareil. Mais voilà, il y a ça. Et puis je voulais parler un petit peu aussi des tenues vestimentaires, des accoutrements qui sont bien stylés. Qui sont encore une fois, ça m'étonnerait qu'à l'époque, les mecs s'habillaient comme ça. Même. Oui, c'est pour ça. Je trouve qu'ils ont des tenues. Alors, on va commencer par celle de Jésus, dont il reste le nom. Le col relevé, vert. Non, mais un col, il a le rouge au début, mais c'est un col de 20 cm. C'est un espèce de truc. J'ai jamais vu des cols comme ça. Tu sais, qui touche par terre le truc. Ouais, oui, c'est même pas le col italien. Tu sais, t'as le gros col italien de mafieux là, mais ça c'est encore pire. Là, c'est bien ouvert. Ouvert jusqu'au nombril limite, tu vois. Enfin, c'est avec la veste par-dessus. Bon, après le mec est bien gaulé, donc ça lui va bien, c'est bien taillé sur lui, mais c'est quand même ridicule. Ce col est vraiment ridicule. Et puis Bouchité avec cette espèce de trench coat. Bouchité, il est mythique parce que il a comment? Bon, il a sa banane, tout ça, machin, mais
Il a pas sa banane, il a ses cheveux gominés. Hein, on se rappelle tous de ma coupe de l'époque, Anthony. Là. Oui, oui. Le bon gominet, le bon gras que je trimballais, donc je me sentais plus proche de ce perso, moi, à l'époque. Et il a son bon gel, son bon gel, comme ça, qui se Oui, tartine. puis il l'appelle le graisseux d'ailleurs Le aussi. graisseux, il l'appelle le graisseux, et en fait, il est habillé en ouvrier, tu vois, limite, mais il a sa veste en cuir hyper stylée par-dessus son habit d'ouvrier, tu vois, limite, tu vois. C'est-à-dire Oui, qu'il a ça fait un peu une dissonance, c'est un peu bizarre, ouais, ce il a une espèce de pull, tu sais, mais vraiment les pulls d'ouvrier que moi je prenais, tu sais, quand j'allais bosser avec mon grand-père, les trucs, mais dégueu, tu sais, les trucs avec la ficelle Oui, qui s'ouvre, qui ont un zip au milieu, quoi. Ouais, le zip au milieu, machin, et tout, et puis la veste hyper stylée de rocker par-dessus, donc c'est mi-chien de la casse, mi-rocker, tu vois. Je sais pas s'il était pas un peu costaud, parce qu'il fait, ça lui donne un côté un peu gros, mais je sais pas s'il était vraiment gros, il devait avoir un petit embonpoint quand même à l'époque, hein, j'en sais rien, mais peut-être qu'il est même pas gros dans le truc, il a même pas de ventre ou quoi que ce soit, mais c'est triple couche, c'est quadruple couche, plus le cuir Un par-dessus. côté un peu bedonnant et un peu stylé. Ça lui donne une espèce d'épaisseur. C'est vrai. D'épaisseur un peu particulière avec la houppette. Oui, la houppette qui fait c'est tous des fans d'Elvis. Hein, d'ailleurs, ils font souvent des références à Elvis dedans. Bah, il y a le bar, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il s'appelle Elvis, je crois, le bar. Ouais, le saloon, ouais. Ouais, mais je crois que c'est marqué Elvis dessus. Il y a ils ont quasiment tous des coupes comme ça. Hein. Tous les mecs dans le film ont des coupes un peu comme ça. Tous les sbires d'Elysée Moon, il y en a un qui a une banane, mais ça veut vraiment, pareil, il doit avoir 20 cm oui, il a une banane, cheveux, elle fait 3 mètres, c'est ouf, quoi. C'est n'importe quoi. Bah, Elysée Moon, pour faire une petite transition, ouais, costard bleu avec une cravate, enfin, ouais, le pantalon relevé où tu vois bien les chaussettes et tout, vraiment à l'ancienne et tout. Non, mais c'est dingue. C'est n'importe quoi. Et oui, ça fait vraiment. Je pense que même à l'époque, c'était très très ridicule, alors que ils sont pas tous Romano, etc. Donc il y a que les, ils sont tous un peu. Ils font un peu, ils font plus. C'est vrai qu'on sent vestimentairement, on sent moins les années 60, comme tu dis, mais quoique. Ça dépend. Enfin, c'est difficile parce qu'on a tellement pas connu cette période, donc on peut pas dire exactement. On a vu des films et des documentaires. Quoi. Non, mais je vois plus les trench coats, je vois plus les grandes vestes. Tu sais, dans les années 60, il y avait souvent des grandes vestes comme ça. Même les gamins, ils s'étaient habillés comme des adultes. Hein. Ils étaient tous habillés. Personne n'était habillé en jean, basket. Ça n'existait pas en fait à l'époque. Ça n'existait pas du tout. Même si ça venait, ça c'est des modes des États-Unis, etc., qui sont arrivés dans les années 90. Mais à l'époque, ils étaient tous habillés. Ils avaient tous des longues vestes, des pantalons, ouais, comme tu dis, d'ouvriers, etc. Puis voilà, même s'ils n'étaient pas ouvriers, même, ils étaient habillés comme ça. Ouais. Non, mais voilà, c'est un truc, ça rajoute un peu de cachet au film. Non, mais c'est un film qui a de la gueule, on va dire. Ouais. C'est-à-dire, il est carrossé, comme pour. Ouais, il y a l'éclairage, les idées de mise en scène, les plans. Il y a des fois il y a comment dire, des plans séquences, des plans un peu longs. Ouais. Tu vois, c'est pas cuté avec le cul. Là, on est très très loin des Anges Gardiens. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que là, c'est un film vraiment beaucoup plus, on va dire, pensé en termes de mise en scène. Ouais, il y a beaucoup de mise en scène. Il y a les acteurs de dingue avec des tronches pas possibles, des looks pas possibles, des dialogues il y a aussi le film est devenu aussi culte pour ça, c'est-à-dire pour ses punchlines, pour ses dialogues, pour ce truc, ces trucs-là aussi. Tu vois, en y parlant comme ça, je me dis que ça pourrait être à peu de choses près, ça pourrait être un épisode de Striptease, tu vois. On suit la vie de machin, on pourrait avoir ce truc-là. Il y a un petit côté voyeuriste dans le film, même s'il y a ces idées de mise en scène, etc. Mais ça pourrait être un épisode de Striptease, hein, tu vois. Ça pourrait être une famille de machin qu'on suit dans leurs aventures, un moment dans leur vie, quoi, un moment dans leur truc. Et après, il y a un an plus tard, et machin, et voilà, c'est tout. Et puis après, ça se finit. Non, on sent pas le côté. C'est vraiment le cinéma sans en faire des caisses, tout en ayant un côté artistique. Tu vois, il y a un côté artistique, il y a un côté de mise en scène, mais sans vouloir. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on fait des plans, on fait un truc, mais sans vouloir faire
Oui, On voulait faire une espèce de Mathieu Vu du cinéma, tu vois. Parce que ça se met au service de la narration et des acteurs. Ouais. En fait, Ouais. l'un ne prend pas le pas sur l'autre et c'est ça qui est cool. Alors que dans le cinéma français, en général, alors à 90% du temps, c'est que les acteurs et les textes. Moi, je trouve ça cool, hein, mais du coup, ça sacrifie la mise en scène. Ou alors, quand un réalisateur va vouloir, je trouve, par réaction, un peu vouloir amener autre chose, ben, il va faire que de la mise en scène. Et ça, c'est un peu, voilà. Et là, je trouve que l'équilibre est bien. On est dans un bon film français, vraiment bien, avec une belle identité, quoi, avec un beau truc. Qui s'est laissé aller, qui s'est plutôt laissé aller, alors que c'est quand même une production. Je crois que c'est M6 Canal, je crois. M6 et Canal+. Ouais. Je pense qu'il y a eu pas mal de liberté quand même. On sent vraiment que le film est libre et qu'il veut pas faire de l'audience, tu vois. Ouais. Enfin, c'est pas un film qui est à la recherche de l'audience. Pas du tout. Et oui, il y a ce côté très naturel, voilà, qui fait limite documentaire du truc. Mais après, voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est pas parce que non plus quelqu'un qui écrit des dialogues qui veut que ce soit récité au poil de cul par les acteurs. Bah, Blier, c'est ce qu'il fait. Hein. Blier, il est ultra exigeant sur tous les dialogues, en fait. Les acteurs vont faire, il veut vraiment ce truc-là sur cette intonation précise. Il est ultra précis, en fait, dans ses dialogues. Ouais. Ça n'empêche pas que c'est super bon et que c'est ultra bien écrit, que c'est agréable. Enfin, voilà. Oui, ça donne une mise en scène, ça dessert pas la mise en scène, ça dessert pas le film. C'est même bien réalisé et tout. Voilà. Donc terrible. c'est pas forcément mauvais de vouloir imposer des dialogues et des tons et des tonalités, etc. Mais voilà, c'est un parti pris. Voilà, on aime, on n'aime pas, mais voilà, il y a un côté très naturel et puis très kitsch, voilà, très naturel, très kitsch, avec des super bonnes idées de mise en scène. Il y en a une en particulier que je te dis dans une idée qui m'a mis qui me met un peu mal à l'aise, qui te met pas bien en fait. C'est le truc où avec José Garcia enfin, t'as la scène derrière en fond qui se passe et t'as José Garcia qui pleure et tu vois cette scène. Tout se fait en fait dans la profondeur de champ derrière. Oui, voilà, il fait un espèce d'effet de flou, etc. Et je trouve cette scène vraiment forte. Ouais, parce que du coup, t'as le jeu d'acteur qui est ouf, la mise en scène. José Garcia, de toute façon, on va en parler un peu des acteurs après, mais ça sera l'occasion d'ailleurs peut-être d'en parler, parce que on en parlera. Il y aura d'autres films avec José Garcia qui vont arriver dans la Sélec. Mais José Garcia, c'est un grand humoriste, mais c'est d'abord un grand acteur. Hein. Mais c'est vrai que dans The Film, bon, c'est celui qui a un peu le rôle. Enfin, il est plus que simplet. Il a vraiment une déficience. Il parle à peine. Je sais même pas s'il il fait pas du tout un rôle comique pour le coup. Son rôle il fait un rôle assez triste, assez pathétique, un peu dedans. Ouais, c'est très très triste. Moi, je le trouve très très triste son rôle. Ouais, c'est ça. Mais il le fait super bien. Il le fait super bien. Il est bien. Voilà, c'est pas le jeu de Garcia qu'on connaît. Voilà, même dans Tout doit disparaître, tu vois, il était beaucoup plus. Là, il faisait du. Tu vois, il faisait un peu le mec pourri, etc. Alors que là, pas du tout. Et pourtant, je te dis, comme je disais tout à l'heure, on est quasiment dans la même année. Enfin, la même année, je crois. C'est la même année que. Oui, c'est ça, c'est la même année. Ouais. C'est la même année, donc. Voilà. C'est dingue quand on y pense. Ouais, c'est vrai. Donc voilà pour lui. Puis c'est peut-être celui, comme je disais, c'est peut-être celui qui a le plus percé en fait dans le cinéma à la suite de Sub. Alors que c'est celui qui a le rôle le plus, on va dire, limite le moins important, enfin, dans l'histoire, quoi. Il était au tout début de sa carrière d'acteur, on va dire, quoi. C'était pas le petit comique. Je crois qu'il s'était fait. Il est devenu comique avec Nulle part ailleurs, mais je crois. Enfin, il est devenu connu, pardon, avec Nulle part ailleurs, mais le cinéma, ça a commencé un peu après et il a cartonné quelques années plus tard. Je sais plus avec quoi il a pu cartonner. Il a cartonné avec La Vérité si je mens, je pense que. Oui, il y avait ça, il y avait quand même. Mais c'était quelle année La Vérité si je mens? La Vérité si je mens, ça se trouve c'était avant en fait. Je crois que c'était avant. J'en redis peut-être des conneries. Peut-être qu'il était connu avant. Faudrait que je regarde. Mais effectivement. Mais enfin. Je pense qu'il a plus percé dans le 2, parce qu'en fait, les gens ont dû l'apprécier dans le premier. C'est ça. Et après, si tu veux, le 2 est beaucoup plus axé sur lui.
Vérité beaucoup si plus jugement, c'est accessible. la même année, c'est 97 aussi. Ouais, c'est 97. Peut-être qu'il a été... Ouais, mais Mais bon, effectivement, comme tu dis, c'est dans le 2 qui prend vraiment son mais personnage. vu que les tournages sont toujours faits avant, il y avait pas, même si c'était fait même si le film était sorti avant, de toute façon, le tournage a été fait bien longtemps avant, donc Ouais. il avait pas cette notoriété. De toute façon, il avait peut-être les trucs de nulle part ailleurs. À l'époque, ça existait. À l'époque, il avait peut-être ça, mais voilà. Même les gars, quand ils sont pas encore dans le cinéma, de toute façon, même s'ils sont connus à la télé en émission, ils font jamais des grands trucs, quoi. Enfin bref, voilà, c'est un peu le début de sa carrière. On pourrait peut-être du coup passer sur les acteurs, si ça Mhm. te dit, parce que je pense qu'on a bien parlé du film, là, on est presque à 1 heure, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc vas-y, on reste sur José Garcia, alors si tu veux, et puis on parle des autres après. Alors. Bah, de toute façon, on a fait Tu veux rajouter des trucs sur José Garcia ou ouais, c'est non, je pense qu'on a à peu près tout dit, hein. Il est touchant, il est un peu pathétique. Il fait un peu flipper, mais en même temps, il est pas tellement actif dans le récit. Bon, c'est difficile de parler un peu du dénouement, mais oui, c'est plus un pauvre type, un pauvre type un peu arriéré, et voilà, quoi. Il y a pas grand chose de plus à dire sur lui, quoi. Mais de toute façon, José Garcia, on en reparlera Oui. dans une autre Il aura d'autres, il aura un peu plus de. Dans un film dont tu m'as soumis la proposition, et on verra, mais oui, je pense qu'on va le faire. Donc, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie quand même de parler un petit peu d'Elysée Moon encore, avant d'attaquer les acteurs plus importants, mais je parlerai bien un petit peu d'Elysée Moon, de son rôle, vite fait, tu vois. Parce que il est quand même. Là, on parlait d'un Moon un peu plus calme dans Tout doit disparaître la dernière fois, un peu plus posé dans le jeu. Limite. Mais il avait un rôle de gentil, alors que là, c'est plus. Ouais, c'est ça. Jeune premier gentil presque, ce qui était un peu. C'est pas ce qu'il joue habituellement, et c'est pas pour ça qu'on l'aime en général. C'est vrai que ce que tu disais la dernière fois, ce qui était juste, c'est qu'on aime bien le Moon pur jus, qui sort un petit peu de son truc. Là, je trouve que dans le film, il réussit à faire ces petites jérémiades, ces petits trucs comme ça, et en même temps à rentrer enfin, il nous fait bien croire à ce personnage c'est une espèce de grand. En fait, c'est le grand frère. C'est l'archétype du grand frère casse-couille qui protège sa sœur, comme on va retrouver dans plein de films. Mais c'est le grand frère qui est petit, qui a une voix de merde, et qui est toujours accompagné de Malabar avec lui. Exact, qui a un baltringue, quoi, absolu, parce que en fait, sans ces gorilles, en fait, ils vont rester derrière moi, les mecs. Hein. Ouais, les mecs, là. C'est vraiment le mec qui sent qu'il fait le show, mais après il flippe et tout. Il ajoute ce petit côté. Ouais, le petit côté Semoun, le petit côté qu'on aime bien, le petit côté t'es avec la nana comme ça, mais il faut être bien fringué aussi. C'est pas avec cette gueule-là que tu vas pouvoir les baiser. Mais t'as l'impression t'as l'impression qu'il improvise de ouf en fait. T'as l'impression qu'il improvise. Enfin, voilà, ça c'est Elysée Moon, c'est le style aussi. Il a la base et puis il part en impro, oui, il part dans son personnage. Il est libre dans ce qu'il fait quand il jette les bouteilles, etc. Et je trouve comme je te disais un peu en off tout à l'heure, il a la voix beaucoup plus aiguë dans certains, quand il parle du truc, où je dis à un homme qui pense, il faut se pincer la bite, etc. Tu te pinces. Là, il a une voix super aiguë. Et te pince la bite. Ouais, c'est ça. il a un ton un peu plus aigu, puis oui, il est ultra méprisant à l'égard de Jésus, etc. Enfin, c'est un arrogant c'est un grand frère arrogant, mais qui fait rien sans cesse. Qui vaut rien, en plus il a rien. Je crois qu'il se fait même entretenir par sa sœur tellement il est. Oui, mais c'est une merde. Il a rien du tout. Oui, c'est rien. En fait, il fait travailler sa sœur, puis il lui fait la morale. Enfin, c'est pathétique. C'est le grand frère pathétique, quoi. C'est vraiment le truc. Oui, c'est vraiment le grand frère qui vraiment plus d'être. Il sert à rien puisqu'en plus elle est pas en danger. Il y a une histoire d'amour qui se crée, donc il casse juste les couilles, quoi, c'est tout. Oui, c'est un casse-couille en fait. C'est juste un casse-couille en fait mais tu le vois pas beaucoup dans le film. Tu dois le voir quelques scènes, mais il est marquant à plein de moments. Un mec qui vit, c'est un mec qui pince, tout ça, c'est resté assez culte quand même. Comme il a des bonnes phrases cultes quand même. Oui, puis pareil, il a la banane et tout. Enfin voilà, on a déjà parlé
des costumes, etc. Mais c'est vrai que ce costume bleu, c'est avec cette cravate et tout, on n'a pas l'occasion de le voir beaucoup dans ce genre d'accoutrement, donc c'est rien que pour ça, ça vaut le coup quand même de le visionner quand même. C'est quand même assez drôle. Ouais, puis quand il jette la canette là de voilà ce que j'ai en fait, ta bière là, tu sais, il la jette comme ça, puis il manque de se péter parce qu'en fait ils sont autour d'un bon là les gens voient pas parce qu'on est en mais ils font une espèce de baril feu enflammé quoi. dans un baril enflammé pour se réchauffer, tu vois, en mode parce que c'est quand même la galère et tout, et il manque de s'exploser sur le baril en feu, enfin tellement il en et tu sens qu'il ça se trouve c'est réel, hein, c'est peut-être. Oui, mais je pense qu'il s'est vraiment gaufré dans cette scène, et comme il fait 3 grammes, qu'il fait 1m2 et qu'en fait il a pas d'appui et il se laisse emporter par son corps comme ça, et en fait il manque de tomber dans le baril en feu, tu vois. Il fait comme ça. Et tu sais le truc, non, mais d'ailleurs le plan je le trouve assez joli quoi. Ouais, alors je sais pas si leur contre-plongée, je sais pas si c'est pour les rendre encore plus ridicules ou si c'est pour voir l'intégralité de la scène. Je sais pas pourquoi ça a été fait. Ils ont dû un peu se faire chier pour le faire quand même, ce plan. Il dû avoir une grue, etc. Et d'ailleurs, en parlant de se faire chier, bah voilà, il y a la fameuse scène. Oui. C'était quoi déjà le dialogue que tu me disais Ouais, tu connais l'expression t'es dans la merde, voilà, c'est ça. Oui, et puis voilà, il se fait chier dessus, quoi, littéralement, et c'est assez, c'est à la fois cruel parce qu'il se fait vraiment mettre à l'amende. Et en même temps, la scène est ridicule. Enfin, en fait, c'est pour ça que des fois, on est à la limite du film de gangster, comme je te disais, parce que là, c'est limite une scène où tu pourrais dire le mec, il va y passer, quoi. T'as vraiment peur pour le personnage. Il lui fracasse la main violemment, et il crie et tout. Et là, en fait, tu vois le Semoun là, il nous fait plus rire, là, en fait. Là, t'as peur pour lui. Ouais, pas tant, parce qu'en fait, quand tu connais les personnages et l'empathie qui ouais, mais t'as quand même ce côté un peu. Tu les sens pas tuer un mec. Non, ils sont pas gangsters au point de tuer un mec pour juste non, mais comme c'est des péter la gueule. Je vois ce que tu veux dire, mais comme c'est des mecs qui peuvent un peu vriller, tu sens qu'ils sont un peu sur le rasoir. Oui. Cette scène-là, oui, il peut y avoir une petite tension. Il y a un côté où tu sais quand il y a quand même cette main fracassée en gros plan. Vraiment, il lui fracasse la main à barre de fer avant de lui chier dessus. Enfin, tu as peur et puis tu te marres 2 secondes après parce qu'en fait, tu dis bon, ils vont juste lui chier dessus, machin, ça va pas être. Mais tu as quand même ce moment un peu justement entre les deux. Tu as ce côté entre deux, je trouve. Où moi, je me rappelle même en l'ayant revu là, je me dis putain, c'est un peu, putain, c'est un peu violent là quand même. Il se fait quand même bien mettre, mais il se fait juste chier dessus. Donc voilà, et c'est une scène assez culte où vous allez voir le gros fiombard de Thierry Frémont. C'est vraiment l'anus. L'anus et les boules, vraiment, mais full gratuit en Thierry Frémont, en contre-plongée. Voilà, donc voilà, il manque plus que la demeure qui sort du cul et on est bon, quoi. Mais fort heureusement, on n'aura pas ça, parce que c'est pas un film scatophile. Nous ne sommes pas dans un film scatophile. Non. Donc je mettrais ça en miniature, je pense. Ouais, c'est ça. Juste le cul. Juste le cul de ça en miniature. Et je pense que là, on fait 10 000 vues, là, c'est sûr. Et donc voilà, rôle quand même emblématique parce que c'est Elie Semoun et il est vraiment il est à l'orée de son succès, quoi. Il est vraiment au début, tu vois. C'est vraiment cool. Mais moi à l'époque, je pense que je crois que je l'avais vu juste pour ça, parce que mon cousin il m'a dit ouais, viens, il y a Elie Semoun, on était tellement fans à l'époque, on regardait tous les spectacles d'Elie et Dieudonné, et juste parce qu'il était dedans, j'ai regardé ce film. En fait, c'est vraiment, ça s'arrêtait là, hein, c'est pas. De toute façon, enfin là, on en a parlé un petit peu l'autre jour. C'est vrai qu'on était fan de Semoun avec Elie et Dieudonné, comme tu as dit, mais moi c'était surtout les petites annonces, tu vois. On les a quand même bouffées et c'était quand même du génie, hein. Moi, même les dernières, moi, m'avaient fait rigoler. Ah donc, oui. Non, mais il y a pas de saison, oui, des petites annonces qui sont achetées. Oui, c'est clair que c'est. Il y a quand même du niveau. Puis disons, Semoun, dès qu'il apparaît, en fait, quelque part, t'es content. Dans Kaamelott, dans Caméra Café, dans machin, tu sais qu'il va faire toujours les mêmes trucs, mais en fait, t'es content de le voir, en fait. T'es quand même toujours content de le voir, il va faire ses machins, ses trucs et tout. Puis là, on va petit à petit, en fait, on monte en puissance dans Tout doit disparaître, il fait le gentil, là, il fait un rôle, on va dire, un peu secondaire, mais un petit rôle de méchant plus intéressant, mais dans le prochain film, là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le Semoun que j'aime, parce qu'il a un peu d'autorité, etc., donc c'est assez drôle.
c'est assez drôle. Voilà, donc dans le film, l'épisode dont tu fais allusion, c'est le numéro 4. On ne dit pas le film, mais effectivement, il y a un Elise Moon en grande pompe, on va dire. Voilà. Et après, c'est fini, on arrête avec lui. On n'arrête pas définitivement, je pense qu'on on n'arrête pas dedans, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais là, c'est vrai que ça va faire... Puis en plus, on fait ce qu'on veut, on s'en fout, on n'a pas de... Oui, absolument. On peut faire toutes les émissions avec Elise Moon, d'ailleurs, si on veut. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas d'obligation, on n'a pas de... On peut appeler ça le ciné-moon, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, on fait ce qu'on veut, c'est gratuit. De toute façon, on gagne pas d'argent, donc de toute façon, c'est réglé. Donc, on va quand même parler des rôles principaux. Enfin, on va pas parler de tous les rôles, parce que je sais pas si tu voulais parler un peu plus de Martin Lamotte ou pas. Moi, c'est un acteur que j'aime bien, mais je l'ai pas vu dans un milliard de films. J'aime bien l'espèce de flic. Moi, j'adore, mais... qui reste légèrement intègre, etc. J'essaie de revoir dans quoi je l'ai aimé. Moi, c'était surtout dans Papy fait de la résistance. Oui. Quand il fait le super résistant. Moi, je l'avais surtout connu là-dedans, et le côté décalé entre le mec qui est homosexuel, coiffeur homosexuel le jour, et puis super résistant la nuit. Et puis, Martin Lamotte, en plus, il a une voix particulière, il a cette petite voix comme ça. Et puis une manière de jouer un peu. Non, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime bien dans un film, je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a un film qui s'appelle Fallait pas. Je sais pas si tu vois ce film, Fallait pas. Je sais pas si tu vois ce film, il a l'air. C'est dans celui-là où il dit je la baiserai mal. Je la baiserai mal, mais je la baiserai bien. Ouais, j'ai dû le voir. Il est épique, il fait un méchant avec Jean-Yann, etc. Mais ce film est épique, il faudrait qu'on en reparle de ce film. Ah, allez. Épisode 25. Épisode 25, on verra. Non, mais c'est vrai que c'est un film qui est pas assez connu, qui m'a fait beaucoup rire, mais vraiment beaucoup rire. Et oui, non, mais ouais, j'aime bien. Oui, après dans les films Les Bronzés, etc. Ça m'a moins marqué. Oui, dans Les Bronzés, il fait le professeur de dessin ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais, oui, il est moins marquant. Il est pas ouf dans celui-là, je trouve. Ouais. Non, mais là, en flic comme ça lui va super bien. Je trouve que le rôle lui va comme un gant. Même si c'est un petit rôle, même si on les voit pas souvent, etc. Je trouve que ça lui va hyper bien. Il a des expressions, etc. avec son machin. Quand il prend José Garcia, il dit ouais, allez, lui il est bon pour aller chez les débiles. Hein. Il dit un truc comme ça. Ça me fait mourir de rire. Voilà, c'est son style à lui, etc. Moi, il me fait moins rire dans les trucs parce que c'est plus familial, mais dans je te dis là, le truc des voisins, là, tu vois ce que il fait un concierge, tu vois de quel film. Ouais, mais ça c'est un peu compliqué. Oui, voilà, c'est les trucs français de genre c'était style scène de ménage, mais voilà, il fait un concierge. Voilà. Un peu aseptisé, ça, ouais. Voilà, c'est un peu lui. Mais putain, je sais pas dans quoi. Voilà, non, mais quoi qu'il en soit, dans le film, je trouve. Non, mais il est mortel dans le film. Je trouve qu'il va bien. Le duo de flics, là, Morizot, là, il l'appelle Chorizo. Les deux, là, c'est Dupont et Dupont, là, ils sont énormes. Oui, bien sûr. Il se fait dégueuler sur ses pompes et tout. Non, mais il y a plein de moments marquants avec ces deux personnages. Ouais, bien sûr. C'est mythique. Mais après, tu vois, même moi, dans les personnages principaux dont on va parler un petit peu, moi, tous ces acteurs, je les ai pas vus dans beaucoup de films, hein, je dois avouer. Tu vois, par exemple, si tu prends... Alors, Victor Lanoux, c'est peut-être celui que j'ai vu peut-être le plus. Moi, je te dis, mis à part Louis la Brocante, Louis la Brocante, ça reste familial aussi, ça reste cucu. Il avait fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Un moment d'égarement avec Marielle. En fait, il jouait le rôle du daron. Et Marielle jouait le rôle de... Tu vois le scénar de Un moment d'égarement? En fait, je crois que j'ai vu le remake avec Cassel et Cluzet qui est pas mal d'ailleurs. Mais c'est la même histoire, c'est ça. Ouais, c'est exactement la même story. J'ai pas vu l'original. Je savais même pas que c'était. Je l'apprends là maintenant. Ah bah non, mais t'inquiète. De toute façon, le vieux cinéma français, c'est plutôt mon rayon. Mais c'est mon bébé. Non, mais non, mais oui. En fait, Victor Lanoux, il interprète le père, en fait. Le François Cluzet, quoi. Ouais, c'est ça. Et Cassel reprend le rôle de Marielle. De Marielle, ouais, d'accord. Et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup Marielle et Vincent Cassel. Tu vois, c'est marrant que les deux, je les aime beaucoup mieux que Lanoux et Cluzet. Tu vois, Lanoux et Cluzet, je suis pas méga fan, même si ça reste quand même des bons acteurs, mais je préfère largement Marielle et Cassel. Mais donc.
Je suis comme le parrain de ton fils. Ouais, tout ça, ouais, voilà, tu vois, c'est bon. Et mais voilà, Victor Lanoux, moi je l'avais vu dans 2-3 trucs, je l'avais vu dans La Carapate aussi, il faisait un duo assez cool avec Pierre Richard. Pierre Richard, c'était un petit peu tu vois, le comique un peu, voilà, tu vois Pierre Richard, quoi, le côté un peu le mec qui se pète la gueule, machin. Puis Lanoux, c'était un peu le mec un peu un peu à la Depardieu, tu vois, c'était un peu avant La Carapate, je sais plus si c'était avant ou après Les Fugitifs et tout ça, tous les films qu'ils avaient fait, mais c'était un peu le mec un peu plus bourru, tu vois, un peu plus, voilà. Et c'était vachement drôle, La Carapate, c'était pas mal. C'était un Pierre Richard, tu vois, basique mais sympa. Et puis je l'ai vu dans 2-3 trucs, mais c'est pas un acteur qui m'a marqué, je pense, autrement que dans Les Démons de Jésus. Je pense que c'est un des meilleurs. Mais c'est vrai que dans Le Démon de Jésus, il est parfait aussi. Il colle parfaitement. Le rôle est fait pour lui. Je vois mal quelqu'un d'autre le faire. Il est assez parfait. Mais comme je t'ai dit, je l'ai pas vu dans. Ça se trouve, il y a plein de trucs cultes ou des classiques où je l'ai pas vu. Hein. J'avoue, je suis pas. J'ai vu des vieux films, mais je suis pas non plus un connaisseur absolu. Et surtout de Victor Lanoux. Donc voilà. Mais c'est vrai que son rôle dans le film est assez incroyable. Il est parfait, quoi. Oui, mais il faut vraiment avoir je te dis, il faut vraiment. Il y a une première vision. Tu te dis, c'est un vieux con qui a ses couilles. Réac, un peu. Qui est ultra réac et tu vois qu'il est au final hyper touchant et tu le vois sourire et tu sais, il y a une espèce de chaleur dès qu'il sourit, tu peux que avoir de l'empathie pour lui en fait. Ouais, puis tu sais que c'est un mec qui est tombé dans l'alcoolisme un peu, qui piaffe, qui est tombé dans une espèce de boucle infernale en fait. Oui. Et qui reste touchant quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et super acteur, super punchline. Encore une fois, hein, je le répète pour l'audience, jamais je ne lècherai le cul de la République. Voilà. Non, mais c'est vraiment une de mes phrases. Traiter De Gaulle de communiste, ça j'adore. En fait, ça me fait mourir de rire. Ouais, bah c'est sympa. Parce que je vois ce qu'il veut dire dans le truc, tu vois, c'est marrant, mais c'est subtil en fait. Bah écoute, après moi, je sais pas de qui, on va faire les principaux, mais. Après il y a, attends, il y avait qui? On va parler de Nadia Fares, par exemple, vite fait. Moi, je sais que c'est une actrice, je te dis que je l'ai pas vue dans un milliard de trucs, à part Need Gap. Je te dis, Grande Bouche, son autre film. Moi, je l'ai vue dans un film beaucoup plus récent. Qui était sur Amazon Prime, une bouse, mon pauvre, mais tu vois, ça s'appelle Déconnecté ou je sais pas quoi. C'est avec Michael Youn, mais c'est pas une comédie, c'est un espèce de semi-thriller, tu vois, qui se passe, je crois que c'est un truc. Je sais plus ce qui se passe, mais c'est un film qui se passe juste sur les. Tu sais, c'est comme des conversations un peu MSN, Skype, etc. Tu vois, c'est un film qui est un peu comme ça. D'accord. Oui, et elle a le rôle principal, mais j'ai jamais vu. Je crois que ça s'appelle Connecté ou Déconnecté. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est une connerie. Mais c'est une bouse, hein, c'est une énorme bouse de Amazon. Test à l'époque où Amazon faisait que des merdes là, comme le film là, avec qu'on a vu là. Et qu'on a vu là sur César, ou Brutus, ou je sais plus quoi là, tu vois. Brutus contre César. Ouais. Brutus contre César, là. C'est l'époque, ils sont un peu arrêtés à faire des boosts comme ça, à produire des boosts. Ils en produisent encore 2-3, mais c'est vrai qu'Amazon, c'était quand même un peu le sous Netflix. Et maintenant, ils font des trucs peut-être un peu plus intéressants, j'en sais rien, je regarde pas tellement. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, elle a fait ce film. Je savais pas qu'elle faisait du cinéma encore récemment, tu vois, tu m'apprends. Je savais pas qu'elle tournait encore en fait. Ouais, et elle a plutôt bien vieilli. On sent pas que, tu vois. Il y a 20 ans de différence, quoi. C'est une super actrice, hein, outre le fait que, tu vois, je la trouve magnifique et tout. Vraiment, c'est une des plus belles actrices de cette époque-là. Avec, tu vois, c'est bon, voilà, elle fait vraiment partie des actrices vraiment très 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 belles, mais en même temps, elle est super charismatique surtout. Oui, elle est charismatique, c'est ça, ouais, ça. Et puis elle apporte une dureté. Voilà, moi je te dis dans Need Gap encore, je le cite, mais je la trouve bien. Voilà, elle a vraiment en plus du charisme, un côté dur et tout. Non, vraiment très cool. Non, je me souviens. Puis elle a des bonnes punchlines dans le film, dans Les Démons de Jésus, etc. Non, le personnage est intéressant. Voilà, après, c'est vrai qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Un petit peu, oui, on peut faire vite fait. Là, tu vois, je balayais un petit peu les trucs dont on pourrait parler pour arriver ensuite en dernier à Bouchité et Frémont. Mais pareil, tu vois, Bouchité,
Bouchité, c'est un acteur que j'avais vu dans La vie est un long fleuve tranquille, Oui. le rôle du curé là qui fait de la guitare là, je sais plus la musique qu'il chante là, mais c'est assez mythique d'ailleurs. Mais je l'ai C'est pas vrai vu qu'il est dans plus d'autres connu, il est choses. plus connu pour ce film. Il a fait moi j'aimais bien le personnage qu'il faisait dans Les Caméras Café. Il faisait un dépressif là, je crois qu'il faisait un espèce de. Ah oui, maintenant que tu me le dis, ouais, ça me dit Il quelque fait chose. un mec qui voit tout en noir, etc. Il fait un hyper dépressif et je trouve que ça lui va bien. Il a bien une gueule de dépressif un peu. Il fait les. Ouais, il a une gueule de particulier. Ouais, il est à la fois badass et un peu dépressif. Ouais, c'est vrai que c'est un peu les deux. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu là-dedans. C'est lui qui faisait Mais les voix des animaux, etc. La c'est vie ça, des c'est ce animaux. que j'allais dire. Ouais, c'est ça, c'est lui qui faisait ces trucs-là. Ouais, ouais, c'est vrai. Après. Bah, je pense que, en fait, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est que c'était un mec qui était dans un. En fait, il roulait pour un magazine de rock and roll, culture alternative, tous ces trucs-là, en fait. Et il était plutôt là-dedans, en fait. Enfin, il était proche de ce milieu-là, en fait, un peu, tu vois, le courant un peu alternatif, tu vois, parisien, machin et tout. Et très dans le rock, tu vois, un peu tout Ouais, ça. ouais, Et je pense que c'est un petit peu, alors peut-être, je dis pas que c'est le rôle de sa vie, mais en tout cas, tu sens qu'il est vraiment. Il a vraiment été pareil casté bien dans ce rôle-là. Il est vraiment parfait dans le rôle, quoi. Le rôle Oui, du il est vieux, bien. Non, mais on se sent bien impliqué, etc. le vieux rocker un peu sur le retour qui comprend pas trop que le monde avance, tu vois, qui reste un peu sur ses trucs. Tu m'as sorti une punchline qui sort à un moment là. Il dit. Le travail, c'est pas du boulot. Le travail, c'est pas du boulot. C'est génial, tu vois ça. Il y a des trucs parce que lui, il veut vraiment rester. C'est le frangin qui veut vraiment pas changer, quoi. Il veut vraiment. En fait, il se rapproche du. Il est plus. En fait, il est un peu à mi-chemin entre Jésus et le Père. Et d'ailleurs, il fait tampon entre les deux souvent. Voilà, oui, il fait souvent tampon. Forcément, il se rebiffe contre le Père le plus souvent parce qu'ils sont en désaccord, mais quand même, il reste quand même de l'ancienne époque et il veut pas changer sa situation. C'est pour ça qu'il dit ça à Jésus. Jésus lui dit, mais il faudrait qu'on fasse une entreprise, qu'on fasse un truc, qu'on arrête de faire les casses. Et lui, la vie, ça lui va en fait, la vie comme ça. Lui convient, quoi. Les petites magouilles, les petits trucs, le petit machin, ça lui va très bien. Il veut pas changer. Il dit, moi, ça va, je suis heureux comme ça. Et puis il est fan de rock. Il y a cette scène aussi où il va caresser carrément comme ça je sais plus quelle marque de bagnole c'est, très typée années 50 là, super bagnole et tout. Il la caresse presque, tu vois. La DS, quoi. C'est une DS. Ouais, je sais plus ce que c'est. Moi, j'y connais rien vraiment en bagnole, tu vois. Mais ouais, tu vois, il y a vraiment cette scène là qui dure très longtemps, qui est filmée un peu en plan séquence et où il fait carrément l'amour à la bagnole presque. Il y a une espèce de fascination comme ça. Où il la caresse, il la touche comme ça et tout, il y a ce côté-là. Donc c'est un personnage un peu très ringard en fait, mais à la fois très. Il est vraiment ringard parce tu sens qu'il est à la fin. D'ailleurs, tu sens que c'est la fin du rock'n'roll, toute cette époque-là. En fait, tu sens que c'est un peu la fin, que c'est un peu. Le monde a plus vraiment besoin de ça en fait. C'est un peu. Les années 70, ouais. Mais on est encore dans les trucs des loupards, etc. Voilà, alors qu'en fait, c'est les années 50, tu vois, ça c'est plus encore un peu 60. Oui, c'est les trucs rockabilly, etc. Mais les loupards, ça reste juste que dans les années 80. Hein. Oui, alors après, les loupards, c'est encore un autre délire, mais vraiment le côté du rock'n'roll, tu vois, implanté dans ces années-là, le côté rock'n'roll, ouais, c'est quand même. On va passer un peu à autre chose, tu vois, dans le truc. Donc il a ce côté, je trouve, un peu comme ça, un peu entre deux, enfin, où il n'arrive pas à passer à autre chose, tu vois. Il y a vraiment le côté comme ça, un peu ringard, en fait, je trouve. Mais d'ailleurs, il a fait vraiment 1 milliard de films et il y en a plein que j'ai pas vu. Moi aussi, mais en fait, c'est pareil, j'en ai vu 1 milliard, mais pareil, je re-regarde tout ce qu'il a fait sur Halluciné, etc. Mais j'ai pas de souvenirs particuliers. Enfin, ou alors c'est vraiment des rôles, mais il joue 2 minutes dedans, tu vois. Ouais, c'est souvent des seconds couteaux, des trucs comme ça, j'ai l'impression. Là, il a vraiment un rôle important. Dans ce film. J'essaie de trouver. Oui, vous voyez, dans La vie est un long fleuve tranquille, oui, où il a un rôle un peu plus important. Je pense que c'est le film qui l'a fait un peu plus connaître quand même que Les Démons de Jésus, mais ouais, c'est vrai que dans Les Démons de Jésus, ça lui va parfaitement bien. Ah, il est parfait, il est nickel dans le rôle, il est vraiment cool. Et c'est vrai qu'il, ouais, on a du mal à croire qu'ils sont frères avec Thierry Frémont, mais c'est vrai qu'ils ressemblent quand même à Victor Lanoux. On sent quand même qu'ils, tu vois, ils ont à peu près la même coupe, la
la même Ouais. gueule, la même corpulence. Jésus ne serait donc pas son fils. Ouais, c'est vrai que Jésus, c'est un peu. Bon, après, Ce qui c'est vrai que les correspondrait enfants. à la légende. Oui, non, c'est ça, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Exactement. Non, mais c'est ça qu'ils n'ont pas du tout la même gueule. C'est le Bouchité, c'est un grand brun, un peu ténébreux, un peu sur le retour, mais un peu ténébreux quand même. Alors que Frémont, c'est un petit rouquin. Ouais, c'est un petit nerveux, etc. Ça, ils n'ont pas du tout la même genre de tête. D'ailleurs, on va passer à Frémont parce que Thierry Frémont, c'est quand même un personnage et c'est quand même une gueule assez mythique quand même. Donc pareil, pas vu beaucoup de films avec lui dans ma vie, mais les 2-3 rôles que j'ai vus, quand même, il y a quand même, c'est un acteur avec un physique quand même particulier, qui a quand même une gueule particulière, vraiment une mâchoire, etc. Il a une gueule de mineur, alors sans vouloir, voilà, dans le stéréotype, quoi, vraiment gueule cassée, gueule mâchoire carrée, on dirait presque un personnage de BD, presque, en fait. Il a presque une gueule de BD, il a vraiment la gueule du prolo, de ce que tu pourrais te faire de l'idée du prolo, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. D'ailleurs, je crois qu'il vient d'un milieu assez ouvrier, assez modeste, je crois. Il est un peu parti sur Paris, il s'est un peu fait tout seul, il me semble. Je crois pas qu'il vienne d'un milieu très favorisé, et encore moins qui vient du cinéma. C'est vraiment un mec qui s'est fait un peu tout seul. Et il a fait, il a suivi des cours d'art dramatique, il a fait le cours Florent, machin. Donc c'est vraiment un gars qu'on voulait et qui a un physique quand même assez spécial, quoi, et assez. Après, le physique, non, il est bien taillé. Enfin, quand tu non, je parle vraiment de sa gueule. Il a la gueule. Une gueule, un physique, je veux dire, à la fois singulier et marquant, quoi. Il a vraiment ce truc-là. Il fait petite boule de nerfs, en fait. Ouais. Et il est extraordinaire. C'est vraiment son. Enfin, moi, je l'ai pas vu dans 1 milliard de trucs. Mais pour moi, c'est le rôle pareil, c'est le rôle de sa vie. Le démon de Jésus, il est incroyable, quoi. Alors moi, il y a un autre rôle que j'ai bien aimé, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est ils font le biopic de Francis Holm, parce qu'il lui ressemble, il a un petit côté, il lui ressemble un petit peu, c'est lui qui interprète Francis Holm dans le film. Ouais, donc là, on n'est pas du tout dans le même. On n'est pas du tout dans le même regard. C'est le tueur en série. Oui, c'est le tueur en série, qui était un peu, qui était à la limite de l'autisme. Je crois qu'il était même un peu autiste, je crois. Qui était un petit peu autiste, qui a vraiment une gueule un peu comme ça, avec une mâchoire en avant, etc. Ouais. Et donc il s'est imprégné de ce personnage, etc. Et je trouve qu'il le joue à la perfection. Et là, on n'est pas du tout comme je te dis, voilà, on n'est pas du tout dans le même registre de trucs, etc. C'est infiniment plus glauque. Donc, je l'ai beaucoup aimé dans ce rôle-là. Après, j'ai plus trop de souvenirs. Bah oui, il y a par le Caméra Café, où là, pareil, ouais, c'est une espèce de boule de nerfs, etc., suractive, machin. Enfin, il est vraiment animé par son énergie, quoi. Ah bah non, l'autre rôle dans lequel je l'ai connu, effectivement, c'est Caméra Café, Espace Détente. Sinon, ouais, je vois plus. Bah oui, dans Les Grandes Bouches aussi, il est intéressant. Il est assez marrant, etc. Il fait à peu près le même rôle, un peu un rôle de casseur, etc. Donc, c'est vrai que Grande Bouche, c'est vrai que c'est Grande Bouche, ça ressemble un peu à ça. Il y a un peu tous les acteurs, hein. Il y a même Bouchité qui est dedans. Il y a Nadia Fares aussi et Gérard Darmon en plus. Voilà, ah oui, il y a Darmon, c'est vrai. Ouais, c'est le seul truc qui est en plus dans ce film-là, mais bon, voilà. Je pense que si t'aimes bien Les Démons de Jésus, etc., faut voir Grande Bouche, c'est intéressant, mais voilà. Il est moins marquant. Les Démons de Jésus est plus intéressant. On le conseille, enfin tu le conseilles en tout cas. Oui, je le conseille, oui, c'est vraiment dans la continuité, hein. Il faut pas non plus se forcer, hein. Il y a plein de trucs à voir. Si vous avez pas beaucoup de temps, il faut voir autre chose. Mais bon, voilà, c'est dans la continuité du truc. Écoute, donc Thierry Frémont, voilà. Écoute, acteur. Ça me saoule parce que je vois pas, je vois pas d'autres rôles, d'autres films dans lesquels. Non, mais c'est pas grave parce que dans Les Démons de Jésus, il est excellent. C'est vraiment lui c'est lui, c'est Jésus de toute façon. Hein, ouais, il porte le truc. Ils font beaucoup de références justement à Jésus. Il s'appelle pas Jésus pour rien.
Ouais. On lui dit que c'est le Messie, etc. Enfin, on fait beaucoup de références à Jésus en soi dans le truc. Ouais, Même s'il a rien d'un Jésus, parce qu'il est pas il y a là-dedans. une scène de piscine où il a le pain dans le slip là, qui est absolument merveilleux. Le mec sait pas nager. Il est assez bien foutu d'ailleurs, cet acteur là, quand il sort là. C'est vrai que c'est toujours le côté kitsch ringard, oui, c'est vrai qu'avec la clope, il a son paquet de clopes et son portefeuille dans le slip. C'est vrai que ça veut rien dire, ça. Cigarette, truc dans le slip et tout, et il va à la piscine. Le mec a rien compris, mais c'est génial quoi. Oui, c'est le décalage qui est et intéressant. En tout cas, voilà, bah écoute, en tout cas, globalement, on va dire, moi, c'est vraiment des acteurs que j'ai pas l'habitude de voir, j'ai pas vu dans beaucoup de trucs, que je connais, que je reconnais. Ah, mais si, attends, il y a aussi, on oublie de parler, c'est de Marie Trintignant. Qui a le rôle. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce personnage qui est un personnage qui apporte pas grand chose au récit, mais qui est marrant en fait. C'est une ancienne prostituée, je crois que c'est ça. Ils expliquent qu'il y a que le bus qui est pas passé dessus, qui est en fauteuil roulant parce qu'elle a fait ce qu'ils appellent la levrette de la mort sur un échafaudage. Elle est tombée du 2e étage avec un mec. Pendant qu'elle se faisait démonter, elle est tombée, et du coup elle est toujours dans le film avec une Minerve. Elle a un fauteuil roulant, une énorme Minerve avec un drapeau de pirate, tu sais, dans le dos. Ah oui, c'est vraiment ouf. Et pareil, elle a des expressions aussi un peu, elle fait un peu la vieille rombière du film, machin. Elle est assez touchante aussi. Enfin, je sais pas, moi, elle me fait rire. C'est un petit rôle, mais effectivement, elle montre vraiment le côté, la meuf a été cassée, quoi, littéralement. Puis puis elle fait pas ce genre de rôle d'habitude dans d'autres films. Elle fait pas ce genre de rôle, donc c'est marrant de la voir. C'est marrant de la voir comme ça. Tu vois une petite roulotte comme ça, une petite meuf qui est en fauteuil roulant, qui voilà, c'est juste pour apporter un peu. Je pense que c'est pour apporter un peu de fantaisie, un petit ressort comique. Puis après elle tombe un peu. Elle finit un peu avec Bouchité, je crois qu'elle finit avec le personnage, comment il s'appelle, Néné, je crois, dans le truc. Ouais, c'est ça, à la fin, ils sont ensemble. Mais elle renforce ce côté chien de la casse, en fait. Parce que c'est un film de chien de la casse aussi. Il y a quand même cette ambiance-là, quoi. Tout le monde est un peu déglingué, en fait. Non, mais ça donne une esthétique, oui, particulière. Mais c'est vraiment le drapeau de pirate, je sais pas pourquoi elle a ça sur son c'est génial, tu vois, c'est vraiment le truc, c'est la piraterie. La piraterie n'a plus de limite. Là, je sais plus comment ils disent les jeunes là. Non, mais c'est ça, c'est la piraterie, quoi. C'est vraiment c'est la cassosserie, c'est la décharge, quoi. Non, mais c'est vraiment un film. Là, on va conclure parce qu'on est quand même dessus depuis presque 1h30, et je pense qu'on a bien taillé le bout de gras, tu vois. Mais effectivement, c'est un film où tu vas mettre les mains dans le cambouis, et il y a vraiment ce côté-là, quoi, ce côté décharge un peu, le côté chien de la casse. On est dans une parenthèse de vie de gens. Il se passe pas grand-chose, mais en même temps c'est super bien rythmé, et on s'ennuie jamais, on se fait jamais chier en fait dans ce film. Faut littéralement le dire. Il y a jamais un moment. Alors que c'est typiquement le type de film qui me ferait chier habituellement. Oui, qui pourrait te faire chier, mais en fait, il y a tellement d'expressions, il y a tellement de. Et en fait, on a envie de. On rentre direct Enfin, on a l'impression d'accompagner ces gens, on a l'impression d'être avec eux en fait en permanence. On sent pas tu vois, on sent pas la barrière du spectateur, film, etc. En fait, il y a un côté. On les accompagne, quoi. Il y a un côté authentique aussi dans le truc. On les accompagne dans leur histoire, etc. On a l'impression de faire partie de leur groupe. Et oui, c'est pour ça que ça leur donne un côté hyper attachant. Et voilà, comme tu dis, il y a pas on n'est pas sur des personnages manichéens, on n'est que sur des personnages plus ou moins touchants, même s'il y en a 2-3 qui sont totalement, il y en a 2 qui sont totalement méchants. Il y a Elise Moon, et puis il y a le rôle de l'autre là, je sais plus comment tu m'as dit, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que lui, il a plus un rôle de pourri, quoi, de mec qui veut se venger, de revanchard, etc. Alors qu'au final, il n'y a pas de raison de prendre une revanche, puisque ça a été, c'est les gars qui ont perdu. Lui, il fait un peu flipper. Lui, je dirais que c'est vrai qu'il fait flipper. Je dirais que s'il y a un grand méchant et un antagoniste vraiment dans le film, ça serait lui. Parce que c'est vraiment là, il porte sur sa gueule l'injustice et la frustration, quoi. C'est vraiment le mec qui veut faire du mal pour faire du mal.
Et il incarne vraiment bien ça. S'il y a un personnage de méchant dans le film, il incarne vraiment lui. C'est vraiment lui, parce que c'est totalement gratuit. Très sombre, en fait. C'est un mec qui peut pas avoir un bon rôle. Il a vraiment une gueule de... Ouais, il est né pour interpréter ce type de rôle, quoi. C'est clair, ouais, c'est ça. Mais il est impeccable dans le film. Mais vraiment le rôle du méchant, quoi. C'est vraiment, alors que c'est pas le grand méchant, hein, on n'est pas dans James Bond, mais je veux dire, c'est plus subtil, mais je veux dire, il porte sur sa gueule la traîtrise, la lâcheté, la veulerie, tu vois. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment le mec, mais tu lui confierais pas ton chien, enfin, il est insupportable. Oui, puis en fait, c'est souvent les rôles des... Parce que c'est pas lui qui tient les rênes, c'est le père en fait qui t'explique qu'il y a une question d'honneur, etc. Parce que lui est plutôt gentil et plutôt correct. Le père, c'est un vieux mafieux. C'est l'archétype du vieux mafioso un peu à l'ancienne. Voilà. Et puis t'as l'autre, le petit veau qui essaie qui essaye de récupérer un peu ses droits, son truc, etc., son honneur, machin. Enfin, lui il dit qu'il a de l'honneur et il explique, il dit une belle phrase d'ailleurs, il dit sans honneur, il y a que la chair, et en fait, quand la chair pourrit, je sais plus ce qu'il dit, il dit un truc comme ça quand tu meurs. J'ai plus l'expression en tête, mais il dit un truc comme ça qui est assez. Il dit une belle phrase en fait. Il dit, moi je suis un homme d'honneur, etc. Puis il tape avec son bâton là. Il tape avec son bâton. Arrêtez maintenant. Et t'as José Garcia qui est à côté qui fait ça suffit maintenant. Ouais, c'est ça. C'est assez drôle, mais c'est vrai que voilà, on est dans une espèce de comédie. C'est vraiment la comédie dramatique. On est vraiment dans un truc où c'est drôle, mais ça reste quand même, c'est quand même un fond qui est assez triste. Ouais, c'est dur par moments en fait. Oui, on sent que c'est dur, mais voilà, tu vois, en soi, voilà, des plans intéressants, des mises en scène intéressantes, la lumière, super un éclairage, ouais, je l'ai revu on l'a revu en bonne qualité, avec un master d'une bonne qualité, quoi. Et c'est vrai que le décalage de l'époque, on l'avait vu en DVD et maintenant, c'est vrai qu'avec les années, moi j'ai redécouvert le film, quoi. Vraiment les couleurs, la mise en scène, tout ressortait, les costumes, du coup, tout ce que t'as dit, voilà, on kiffait sur les acteurs, les dialogues, les machins à l'époque, l'ambiance et tout. Là, vraiment, on a pu apprécier les capacités artistiques, et c'est l'avantage des remasters, tu vois, des trucs, des versions qu'on remasterise comme ça avec des nouveaux trucs en 4K, en machin. C'est incroyable comme tu redécouvres des films, quoi. Ça remet en avant des trucs de mise en scène, même dans des trucs à l'époque que tu trouvais moyens, où tu disais ouais, vas-y, c'est pas forcément la mise en scène le plus dingue du film et tout. Il y a notamment des super plans avec ces espèces d'usines là, avec la fumée qui sort dans la nuit comme ça, tu vois, avec juste les lumières de l'usine, avec la fumée et la nuit au fond. Je trouve ces plans superbes, quoi. Il y a vraiment des trucs. Non, puis même les scènes de nuit, on sent pas le. Il n'y a pas des trucs où tu vois rien du tout, etc. Ça reste bien éclairé. Super bien éclairé, très sombre, comme tu l'as dit, pour des raisons narratives, en fait. Et puis, voilà, moi, je veux conclure quand même sur cette petite scène de fin, où finalement la lumière revient à la fin. Il y a cette espèce de truc où ils se retrouvent tous en famille, et tout le monde redevient humain à ce moment-là, en fait. D'ailleurs, tout le monde, tu vois, finalement, tout le monde réintègre un peu la société, se désillusionne de mai 68 parce que finalement, un an après, il se découvre que c'était une enculerie, et en même temps, il redécouvre les joies de la famille, du partage, de la table, tu vois, de la France, en fait. Tu vois, c'est ça que je trouvais beau. Il y avait une espèce de carte postale de la France, tu vois, qu'on aime, tu vois, ce truc un peu familial, avec la nature autour, tout le monde qui se coalise pour passer un bon moment, qui bosse à le droite, père qui met une belle veste parce qu'il avait. Voilà, c'est l'habit du dimanche. On a l'impression que c'est un dimanche midi, tu vois. On a tous connu ça. Ils sont dehors, ils sont pas dedans. Dans toutes les scènes du film, ils sont dedans et là ils sont dehors. Exactement. Ils sortent enfin et machin. Je trouve vraiment ça très beau, et vraiment le point de conclusion du film est vraiment. Et même, je pense qu'il y a une symbolique dans le fait que c'est assez drôle ce truc, le gamin qui peint les fleurs, tu sais, ils disent machin, tu peins les fleurs. Ouais. Il va peindre les fleurs, etc. Je pense que il remet de la couleur dans le film. En fait, il remet un peu de couleur dans le machin. Exactement. T'as tout dit. C'est très joliment dit, ça. Ouais, non, mais je pense que dans le film, je pense que c'est pas anodin, même s'ils en font une blague. Oui, bien sûr. Ce qu'il fait, il peint les fleurs, ça veut rien dire, mais oui.
il est repeint en rouge, etc. Il y a de ça, il y a un bébé, donc ça veut dire que tu vois, tu refondes une famille, un machin, on accepte de vivre finalement, en fait. Il y a ce côté acceptation, surtout quand tu connais l'histoire du bébé, tu vois, c'est compliqué. Le bébé, ça me fait un peu peur, mais je sais pas si c'est ça, mais si, je pense que c'est totalement ça, et c'est du coup, tu vois, du glauque sort une fleur, tu vois. Ça qui est beau, c'est qu'en fait, la fin, c'est une rose sur un tas de fumier, tu vois. Il y a la rose qui ressort, voilà, c'est un super film. Franchement, c'est un super film. En le redécouvrant, il y a du fond, il y a de la forme, ça traite de l'époque et tout, c'est génial. Le grand Charles a baissé son froc, tout part en couille, tu vois, machin, mais il y a la famille qui est là, machin, donc c'est vraiment génial. Non, mais si on aime bien les punchlines, si on aime bien les en plus, les expressions, le côté un peu rockabilly, comme tu disais, le rock'n'roll, plus rock'n'roll que rock, hein. Attention, faut pas confondre le rock'n'roll et le rock, attention. C'est deux trucs, deux mondes différents. Oui, ça n'a rien à voir. C'est comme le métal et le hardcore métal. Tu sais, c'est les mecs, peut-être, ils ont au moins 150 dérivations du métal. Machin. J'avoue ne pas y connaître grand-chose. Ah, mais le rock'n'roll et le rock, c'est pas pareil. Le rock, c'est plus des années 80, 90, etc. C'est Michael Jackson, tu vois, le rock, etc. Le rock'n'roll, c'est vraiment le truc des... D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Ça, je l'ai juste vu aujourd'hui. Je l'avais pas remarqué. C'est quand il chie sur les Simon, il le dit. Il pousse et il fait. Tu l'as vu ça? Non. Il faut que tu regardes. Il dit ça. Et tu veux le dire. Il fait comme ça. C'est Bouchité qui fait ça. C'est épique. Donc suffit, voilà, oui, c'est un côté. Mais ça, on va pas vous saouler avec ça. Voilà, il y a des bonnes musiques. Enfin, on n'est pas saoulé par cette. C'est pas parce qu'on n'est pas fan tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce qu'on n'est pas fan d'époque d'Elvis, etc. qu'on veut pas rentrer dedans. On n'est pas spécialement fan là-dedans. C'est pas notre génération, c'est pas notre époque. On n'y connaît rien, mais on s'en fout parce que le truc est bien amené, c'est bien fait. Oui, voilà. Ouais. C'est un beau châssis, châssis. Bon, sur ces belles paroles, Anthony, je te remercie encore une fois. Ouais, je remercie encore, c'est un plaisir. Et puis, continuer sur cette lancée. Oui, bien sûr, de m'avoir accompagné au long de cet épisode. On est très heureux des retours que vous nous faites et des vues que vous nous faites. Et on va continuer. On a au moins 30 épisodes d'avance. Là, on a des idées sur plein de trucs là. Et on revient très bientôt avec tout ça. On vous remercie encore de votre soutien. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça, c'est un truc que je fais rarement, mais je le répète un petit peu là parce que c'est rare que je le fasse. Et merci à vous. On vous embrasse et puis on vous dit à très bientôt. Des bisous. Ciao. T'as noté le bestiau? Avec moi, mon vieux. Elles tombent toutes. J'ai pas besoin d'un fut moule bite, moi, pour les faire défaillir. Arrête ta bave. Arrête ta bave. Je vais pas me mentir à moi-même. Je suis le plus grand mytho de la ville. Oh En fait, je parle beaucoup. Ouais, je parle beaucoup. Et alors, tu veux que je t'envoie à faire part? Mais avec moi, les mecs, je vous le dis, je les fais toutes tomber. Tu la veux, la combine? Ah, je suis sûr que tu la veux, la combine. Il faut pincer. Pincer? Ouais, pincer, ouais. Le sgeg, tu pinces la bite. Quand tu pinces, c'est que t'es au bout. Après la pincette, t'es mort, mon vieux. Un mec qui vit, c'est un mec qui pince. Tête de con, va. Viens me faire un petit casse derrière moi. Puis j'aime pioter comme un enculé, tiens.